Metallica. Ici Mike Gauthier, Info Plus. J'ai déjà gagné des billets fun fact pour Primus en appelant Info Plus. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. C'est le 3e épisode de la saison 8 de Dread sur le Tape. Hein? Déjà, ça passe vite. On a eu Diane Bibo au dernier épisode et Louis-José Hood avant. Si vous ne les avez pas encore écoutés, retournez dans le passé et vivez ça sans aucun regret. Il y a une raison pour laquelle j'ai mis l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est l'automne, et qui dit automne dit World Series. Ce sont les séries au baseball. Hein. On s'en va là, les Blue Jays ont été éliminés, je crois bien. Petite erreur de Vladimir Guerrero Jr. Là, qui s'est fait retirer sur les buts là, au deuxième. Il était un petit peu avare, un petit peu taquin, et ça servirait contre lui. Bref. D'ailleurs aussi, c'est que j'ai vu passer récemment, et c'était complètement inspirant, même si on sait que ça arrivera pas. On vit dans un genre de déni utopique, mais peut-être avez-vous vu passer sur Internet, sinon googlez ça pendant qu'on se parle, des stades hypothétiques pour un éventuel / impossible retour des expos à Montréal. C'était à l'endroit des anciennes brasseries Molson. Allez taper ça, ça a été partagé sur Internet. D'ailleurs, il y a un compte Twitter des expos. Je sais pas qui run le compte Twitter des expos. Il y a une page aussi Facebook, je pense, encore Baseball de Montréal, quelque chose qui ont partagé des genres de maquettes qui ont été faites par un architecte pour un stade hypothétique à l'endroit des anciennes brasseries Molson qui est sur le bord de l'eau. C'est absolument magnifique et tout ça. Donc, évidemment, est-ce que ça va arriver? Probablement pas. Et ça me fait mal au cœur de juste en parler. Moi qui habitais à côté du stade olympique plus jeune et qui a encore dans mon porte-monnaie des billets des expos qui datent de l'année 2004. Et puis, sniff. God damn it. Donc, oui, j'ai trouvé que c'était un bon timing pour l'épisode d'aujourd'hui. Avec monsieur Marc Robitaille, qui en a son 2e passage à Dread sur le Tape. Il était passé à l'époque, on avait parlé de son œuvre. Il sortait rien précisément à l'époque, mais c'est lui qui écrit le livre qui est devenu un film Histoire d'hiver. Avez-vous vu ça quand vous étiez jeune? Histoire d'hiver, ça passe à Télé-Québec à chaque temps des fêtes. Un été sans point ni coup sûr avec monsieur Pierre-Luc Funk. Donc, c'est aussi lui. Donc, il se promène entre livres, scénarisation, autant au cinéma qu'à la télé. On va en parler. C'est un très, très agréable interlocuteur parce qu'on peut parler de plein de choses et Dieu sait que j'aime autant parler de cinéma que de hockey. Donc, super interlocuteur, très bon conteur aussi, Marc Robitaille, et il est un professeur également à l'école de l'humour. Il m'a pas enseigné à moi, il a enseigné aux auteurs, mais tous les auteurs qui l'ont eu m'ont dit que c'était peut-être le meilleur prof qu'ils avaient eu et je comprends maintenant pourquoi. J'ai rencontré Marc le 27 septembre 2023. Il est venu chez moi et on a discuté de son nouveau livre qui vaut vraiment la peine, Frenchie, parce que qui fait découvrir l'histoire de Claude Raymond, qui est un lanceur québécois. Il n'y a pas tant de Québécois qui ont été dans les ligues majeures, mais encore plus à cette époque-là. Il a commencé dans les années 50, 60, fini dans les années 70 avec les expos, un gars de chez nous. Trop méconnu du public québécois. Donc, monsieur Marc Robitaille a pris sur lui de faire connaître Frenchie, Claude Raymond. À tout le monde. Il était aussi commentateur avec Jacques Doucet, Claude Raymond pendant plusieurs années. Il a fini comme coach des expos pour les dernières années, ou comme on dirait, quand le couperet est tombé sur nos amours. Juste avant de dormir à l'épisode, je vous rappelle que mon spectacle est en rodage et ça s'appelle Essai-Erreur. J'aimerais ça j'aimerais ça. Je veux dire, vivez votre vie, mais c'est toujours un plaisir de vous rencontrer après les spectacles, se jaser, après une bonne rigolade. Si vous êtes sur le Patreon, vous entendez cet épisode. Au moment où vous entendez cet épisode, je suis en spectacle à Montréal vendredi et il y a un code spécial David 20 pour que le billet soit à 20$. Tout inclus, taxes inclus, tout ça. Je suis au Théâtre Sainte-Catherine ce vendredi. Donc, si vous écoutez ça sur Patreon, allez au davidbocage.com et utilisez le code David20. Si vous n'êtes pas sur Patreon, vous entendez ceci 2 semaines plus tard. Et c'est une existence triste que vous menez. Non. Et le code David20 est toujours valide pour les dates seulement à Montréal. Donc, 1er décembre, je reviens à Montréal. Sinon, Alma, Québec, je passe chez vous, allez au davidbocage.com. On va se voir surtout Alma. Je pense pas si c'est souvent que ça. Calais, c'est le fun. Y a-tu des gens Alma qui écoutent ce tape? J'oserais croire, donc ça serait un plaisir de vous croiser, vous serrer la pince et bien sûr vous faire rigoler. Alors, merci aux gens qui étaient à Longueuil samedi dernier, un soir pluvieux à Longueuil et ça a été encore une fois complètement agréable et superbe. Chucky Pellerino était d'ailleurs en première partie. Je suis également à Val-David dans pas très longtemps. Parlant de Patreon, si vous voulez avoir les épisodes 2 semaines d'avance et avoir accès à des tirages et supporter Dread sur le Tape, ça se passe au patreon.com/Dread sur le Tape. Est-ce qu'une copie du livre de Marc Robitaille, Frenchie, autographiée par l'auteur, va être tirée sur Patreon dans les prochaines semaines? Maybe!
Donc, c'est votre chance, les amis. Et ça, ce n'est qu'un exemple, hein, parmi tant d'autres qui s'en viennent. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent épisode de Dread sur le Tape. Voici ma deuxième rencontre à Dread sur le Tape avec le très agréable Marc Robitaille. Dread sur le Tape avec David Bocage. Est-ce que tu te souviens la dernière fois qu'on s'est vu? Je me souviens de l'endroit. Je me souviens de l'espace. Je me souviens qu'on avait parlé autour des différentes choses que j'ai écrites, là, si je me souviens bien. Histoire du verbe et tout ça. On s'est vu depuis que tu es venu au podcast. On s'est vu, hein? Ouais. On s'est vu où? Où c'est qu'on s'est vu? Non, mais c'est pas dans une un question truc, piège. Hein? Ouais. On s'est vu, hein? C'était... c'est drôle, en plus, quand tu as commencé à parler, ça sonnait comme une chanson. Je me souviens de l'endroit. Ah oui. C'était à la Cinémathèque. Ah oui? Parce que tu faisais un séminaire sur le film. Ah, The Graduate. Exactement. T'étais dans ça, toi? Oui. Ah ben, OK, on s'est vu à ce moment-là. OK. Je pense qu'on très s'était bien. croisés aux toilettes. T'avais une barbe à l'époque. J'avais une barbe. Ouais. Oui, oui. Puis t'avais dit, hey, je pense que tu m'as reconnu, ouais. Oui, oui, sûrement. Toi, t'as pas dû me reconnaître avec la barbe. Ben non, mais oui, ouais. vu que OK. à cause que je venais pour le séminaire. Ah, tu venais pour le séminaire. Exact. T'es venu pour ça. Tu t'es pas perdu. Non. T'es pas retrouvé dans cette salle-là en disant qu'est-ce que je fais ici. Non. OK. J'étais venu pour ça, puis c'était super. C'était en fait d'un point de vue scénaristique. Oui, c'est ça. Oui, j'avais fait, comme le film avait 50 ans, je me dis, c'est quoi les 50 leçons à retenir ou à apprendre pour les scénaristes d'un film comme celui-là, tu sais. Et c'est encore, et ça a très bien Oui. vieilli, c'est encore un Ah très bon oui. film. Ah oui. Ça reste dans mes 3 ou 4 préférés, là. Vraiment. J'aimerais te demander quels sont les films dans ton top 4, 5 à vie. Ça change tout le temps, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est comme tes enfants, t'en as pas de préférés, tu sais, ceux que t'aimes, t'es Je pensais que c'était comme tes enfants, tes préférés changent de oui, parents c'est du ça. mois Oui, et de l'argent qui te demandent. Non, c'est ça, oui, de l'argent qui me demande. Ah ben ça. Mais c'est vrai que ça change des fois un peu, puis des fois je les revois ces films-là. Tu sais, c'est sûr que Jean de Florette, Manon des Sources, là, ça reste pour moi. On parle de quelle année, là? Des années 80, là. 80, c'est la version des années 80. Ça, c'est la version, avec c'est un film français, non? Ouais. Si tu l'as pas vu encore, je te dirais, t'as beaucoup de chance. Parce que tu vas découvrir ça. Tu m'avais dit exactement la même Moi, chose. je dis tout le temps ça. La dernière fois que t'es venu. Je dis tout le temps ça. Mais d'un autre film. Ah oui. Lequel? Le Graduate, peut-être? Non, un film de baseball. Ah, ouais, lequel? C'est probablement... Je l'ai maintenant en DVD, ce film-là. C'est lequel? Si j'avais donné un indice, c'est quoi son nom? Je le mélange toujours avec Michael Keaton, mais c'est pas Michael Keaton, c'est... Kevin Costner. Oui, parce qu'il en a fait plusieurs autour du baseball. Mais c'est pas Field of Dreams que tu avais sûrement déjà vu aussi. Non, c'était... For the Love of the Game, peut-être? Non. Susan Sarandon. Ah, ben oui, Bull Durham. Exactement. Bull Durham. Tu m'avais dit, t'es chanceux, ouais. t'as pas encore vu. Ouais, mais c'est bon. C'est encore bon, ça aussi. C'est pour la vérité de l'affaire. Le gars, le réalisateur, c'est un gars qui a joué au baseball assez longtemps dans les organisations, donc il connaissait ça. Parce que je pense qu'il reste quand même, c'est utile d'écrire sur quelque chose qu'on connaît. En tout cas, c'est écrit sur la mafia, t'as pas besoin d'être dans la mafia pour écrire là-dessus, mais il faut que tu connaisses ce que c'est d'être dans une organisation qui fonctionne comme une mafia, par exemple, tu sais, ou le silence, ou la complicité tacite, toutes ces affaires-là. Si tu comprends ça, je pense que tu peux écrire, mais c'est une question de sentiment. Alors, lui, il a connu ce que c'est d'être justement dans le 2A ou dans le 3A. T'es juste à la porte de... Ouais. Mais t'es pas là. Ouais. Tu sais, s'il y a quelque chose de très fort là. Il y a quelque chose dans la vérité des émotions. Tu sais, quand tu dis faut que tu connaisses de quoi. Oui. Comme tu peux ne pas nécessairement connaître l'environnement comme tel, mais est-ce que tu la reconnais vérité les des émotions? Exactement. Exact. C'est ça. Pour ça, il faut être branché sur ses propres émotions, un peu, tu sais, d'être un peu en contact avec ce qui se passe en dedans quand tu vis dans le monde, tu sais. Surtout si c'est ce que tu veux transmettre, là, chez les gens. Oui, exact. Tu sais, pour dire top 4, top 5, parce que je t'en parle parce qu'en plus, il y a je sais pas, t'es cinéphile, donc il y a une application qui est mon application préférée depuis 1 an, que j'ai découverte. Qui s'appelle Letterboxd. OK. Quand tu Letterboxd? Non.
s'il y en a qui sont des cinéphiles, c'est comme... Tu vas me dire, je suis chanceux de pas connaître ça. Ben oui, t'es chanceux, tu vas découvrir oui, ça. Exactement. Letterboxd, c'était comme c'est comme un mélange entre Strava. Je sais pas si tu connais Strava, c'est l'application que les gens qui font de la course se connectent. OK. Fait que là, tu peux voir tes courses, puis tu peux comme un peu... C'est comme un réseau social entre amis de comme, hey, lâche pas, je t'ai vu, tu connais, whatever. Okay. Puis Letterboxd, c'est comme un mélange de ça et de IMDb. Fait que dans le fond, je te suis, puis je fais, oh mon Dieu, Marc a vu Bull Durham hier. Oui. Il a mis 4 étoiles, puis il a même écrit une petite note humoristique ou peu importe, il a fait une mini critique ou peu importe ce qu'il a écrit. Ouais. Et donc, puis là, tu peux te faire des listes. Mettons, OK, mes films préférés. Fait que là, je vais dans tes listes à Marc. Films québécois préférés. Oui. Fait que c'est comme des playlists Spotify d'une certaine manière. Mais je comprends. Ah, OK. Là, c'est vraiment... Oui. Tu peux suivre aussi des réalisateurs, parce qu'il y a plein de réalisateurs qui sont là-dessus, que je suis, puis qui, mettons, qui font les tours des festivals, puis il a vu tel film qu'il a bien aimé, mais il va juste sortir dans 7 mois ici. Exactement. C'est ça. Fait que ça pour dire, puis Letterboxd, c'est pour dire, eux, quand t'arrives sur ton profil, t'as un top 4. Fait que là, quand ils vont sur les tapis rouges, ils croisent des artistes, ils leur disent, hey, salut, puis là, le Letterboxd, des fois, les artistes reconnaissent le logo, ils disent, hey, on est là pour ton top 4. Puis le monde font comme, évidemment, c'est un exercice impossible, mais, OK, mon top 4 aujourd'hui. Aujourd'hui, ça change, tout ça change. Fait que ça pour dire, à part The Graduate, ton top 4 aujourd'hui. Ah, mon Dieu, ça, c'est pas évident. Tu sais, c'est sûr, je pourrais te sortir pour paraître un peu smart, Citizen Kane, que j'ai effectivement beaucoup aimé. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais moi, je l'ai beaucoup aimé. Il y a quelque chose dans cette trajectoire-là que je trouve tragique et merveilleuse. Mais des fois, c'est des films, tu sais, il y en a un que j'ai revu récemment, je l'avais déjà vu, mais je l'ai revu, il s'appelle Revolutionary Road. Avec Léo et quelqu'un. Exactement. Ils sont pas dans un bateau, dans celui-là. Mais une autre sorte de bateau qui coule aussi. Qui coule, oui. Oui, tu l'as vu, le film, hein? Oui, ça fait longtemps. Oui. Je trouve qu'il y a là-dedans une réflexion intéressante sur ne laisse pas la vie passer trop vite de chaque côté. Et c'est ce qu'ils font, en fait. C'est qu'ils retardent le moment où ils vont plonger dans quelque chose jusqu'à ce que le moment passe. Parce que le moment, il passe très... Alors, des fois, j'aime des films pour ce qu'ils racontent, en fait, pour ce qu'ils disent, pour les leçons apprises, si tu veux. C'est pas nécessairement... Remarque que ce film-là est excellent à beaucoup de points de vue, là. C'est clairement... si tu veux voir un film avec Léo et puis Kate, c'est celui-là qu'il faut voir, tu sais. Dans un tout autre ton. Là. Tout autre ton, exactement. Mais évidemment, ça a eu beaucoup moins de succès que l'autre. Oui, ça venait avec une promo un peu moins inscrite dans le temps. L'autre avait tous les records à l'époque. Oui, c'est ça. Mais c'était pour ça avait des objectifs différents. C'est ça. Dans les films québécois que j'ai vus puis que je l'ai souvent dit au réalisateur, Ce qu'il faut pour vivre de Benoît Pilon est un film qui m'a beaucoup. Ça fait pas très longtemps, ça fait juste quelques années. Ça fait certainement plus que 10 ans. Ah ouais? Plus que déjà? 10 ans. Oui, Ce qu'il faut pour vivre l'histoire. Ça se passait-tu dans un contexte c'est-tu autochtone? Oui. C'est ça. C'est un Innu qui se retrouve transplanté parce qu'il y a la tuberculose, puis il est transplanté à Québec dans un hôpital et il reconnaît pas. Il y a pas de repère. Alors c'est le classique Fish Out of Water, mais avec beaucoup d'émotion. Comment tu survis? Parce que souvent, les Fish Out of Water, on va en comédie là-dedans. Oui, c'est, j'allais dire Crocodile Dundee. Exactement. Tout ça, là, c'est le fun. Mais là, il va vraiment dans le... Moi, j'aime beaucoup ce que Benoît fait. Pour ça qu'on a travaillé ensemble sur un film qui est sorti il y a une couple d'années qui s'appelle Le Cleveland. Un film que j'aime beaucoup aussi. J'aurais pas la prétention de dire que c'est dans mon top 4, mais 5, mais qui est sorti pendant la pandémie, si je ne m'abuse. Pendant la pandémie. Sorti et sorti. C'est-à-dire qu'il est sorti. Et écoute, il y avait un couvre-feu, là. Les gens fallait qu'ils soient chez eux à 8 heures. Fait qu'on l'a sorti des salles, puis on l'a ressorti un peu plus tard, quelques mois plus tard. Mais là, c'est sûr que toute ta promo est faite, tu sais. Ouais. Tu sais, tu fais pas 2 tournées de promo, t'en fais une, tu sais. Ouais. Fait que, mais on a eu, la première fois, il y avait pas eu de lancement, pas eu de première. Et la deuxième fois, il y en a eu une. Fait que, quand même, je pense qu'au box-office, on a dû être autour de 650 000 $, ce qui est quand même très bon compte tenu que les salles pouvaient pas être occupées à 100%, tu sais. Ouais. Ouais, tu vois, moi, je vois quand même beaucoup au cinéma. Puis c'est un film que j'ai pas vu. Exactement. T'as beaucoup de chance. Je vais pouvoir le voir. Excuse-moi. Je reviens toujours sur ce gag-là, mais bref, on s'égare parce que c'est ça, c'est des listes qui changent tout le temps. Fait que t'as quoi, t'as Citizen Kane, The Graduate, Revolutionary Road. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est sûr que j'aime beaucoup ce qui
ce qui est autour de comédie dramatique, c'est des choses qui me font. J'aime bien qu'il y ait des éléments de comédie parce que si je ris, il y a des fortes chances que je pleure un peu plus tard. Tu sais, fait que je sais pas, des séries télé comme Dead to Me ou tu sais, là si on entre la télé là-dedans, Ouais, c'est sûr ça. Ou tu sais, Parenthood, qui est une série américaine, pas le film, mais la série américaine que j'ai beaucoup aimé. Tu sais, c'est ce que j'aime écrire aussi. Tu sais, j'écris une série télé en ce moment où j'ai fini d'écrire, mais qui est à la télé, qui s'appelle Les Moments Parfaits. Puis on a un mélange de comédie et de drame. Est-ce que c'est ta série ou c'est? Oui, c'est ma série. Ah, c'est ta série. Ok, je pensais que tu étais writer sur. Ben, je suis le head writer. C'est moi qui est arrivé. Oui, je suis writer aussi, mais on était une équipe de généralement 4 autres auteurs, autrices que moi. Tu as écrit sur du cinéma des romans. Parce qu'à la base, tu étais venu. By the way, j'ai été vérifié, c'était l'épisode 19 que tu es venu. C'est vrai? En 2000. Ben, l'épisode a paru en 2017. Puis il y a eu quand même un 20 après ça? Ben, vous avez continué, vous n'avez pas arrêté, vous n'avez pas décidé d'arrêter après celui-là. Cette année, on va passer les 200. Ah, c'est vrai? Ouais, wow! J'étais 19, mon doux. OK. Ça ne nous rajeunit pas personne. Mais non. Puis, en fait, tout était 19, puis c'est sorti en mars 2017, mais je pense que tu étais venu à genre l'été 2016 ou l'automne. Ça fait déjà un moment. Mais on avait beaucoup parlé de tes livres, parce que tu as fait des romans, tu as écrit du cinéma, tu sais, un été sans point ni coup sûr, le Club Vinland. Comment faut le dire? C'est-tu Vinland? Vinland, c'est ça. Personne ne prononçait par. Non, je sais. T'as écrit de la télé, comme tu l'as dit, puis moi, je savais même pas, mais t'as écrit, parce que, à la base, c'était Audrey Rousseau qui m'avait parlé de toi, vu que t'enseignes à l'école de l'humour. Oui. Et je savais même pas, mais t'as écrit sur un gars, une fille, à l'époque. À l'époque. Mais oui, j'étais un des auteurs. On était nombreux, là. On était toute une gang à écrire là-dessus. Puis, j'ai écrit pendant 5 ans, je crois. Ça a duré 6 ans. La première année, j'étais pas là, puis je suis arrivé à la deuxième année. Parce que Guy Lepage connaissait mon travail avec Histoire d'hiver, le livre qu'il avait lu, puis qu'il avait, tu sais, gentiment, dont il avait fait la promotion, là, quasiment. Et puis, quand il cherchait un groupe d'auteurs pour travailler là-dessus, là, c'est là qu'on s'est rencontrés, tu sais, là-dessus. Fait que j'ai écrit là-dessus. Il y a beaucoup de... J'avais entendu des fois des anecdotes, parce que Jean-François Mercier, par exemple, il écrivait là-dessus. Ben oui. J'avais déjà entendu des anecdotes, vu que le format était vendu dans tellement d'endroits dans le monde, que tu recevais des chèques. Oui, j'ai reçu d'ailleurs, la semaine passée, un chèque qui vient probablement de l'adaptation française, mais aussi, des fois, je vois le Portugal, puis je vois des trucs comme ça. Un chèque de, quand même, une couple de centaines de dollars, tu sais. Puis ça fait, écoute, c'est au tournant des années 2000, ça, là, ça a arrêté, je pense, en 2003, 2004, autour de ça. C'est incroyable, là, tu sais. Alors, parce que Jean-François Mercier avait compté une fois qu'il était revenu chez eux, puis c'était un chèque de plusieurs milliers. Oui. Puis il était comme, c'est quoi ça? Tu sais, c'était presque louche. Ah, c'est un gars, une fille. Puis il avait dit, je sais pas si c'est vrai, que Guilla, en tant que créateur, bon, évidemment, il y en a, c'est plus avec ça qu'avec avec un gars, une fille et un autre, mon père qui a fait sa fortune initiale. Il disait que lui, ses crédits de writer, il les redistribuait aux autres writers qui prenaient pas de... Puis ce qui faisait que les auteurs qui travaillaient recevaient plus. Est-ce que c'était vrai? Écoute, je sais pas si lui il garde une partie. On n'a jamais même parlé, mais je sais par contre qu'il tenait. Par exemple, quand il a vendu la série à la France, par exemple, c'est là où il y a eu où la série a eu le plus de succès en réalité, même plus qu'au Québec là. Écoute, c'est du domaine du culte là. En France là, tu sais, ça a mis Jean Dujardin sur la carte, tout ça. Mais il tenait absolument à ce que au moins la moitié des textes soient des textes écrits par les auteurs québécois. Parce qu'ils auraient pu vendre les droits puis dire, faites les textes que vous voulez. Je vends les droits des personnages, puis le contexte, puis le format, mais vous écrirez bien les textes. Non. Je me souviens pas du chiffre exact, mais je pense que c'était 50% qui devaient être des... Bon, des fois, ils les adaptaient un petit peu, c'est sûr, parce que il faut les adapter, mais ça restait quand même, tu sais, le contexte et le gag restaient quand même Alors, c'est ça qui a fait la différence. Et il a pas voulu non plus vendre des packages, comme le font souvent les Américains, c'est qu'ils achètent un package. Ils donnent un gros montant d'argent, puis ils font, je fais bien ce que je veux avec. Tu n'as plus de droit de regard, puis tes textes, je l'amènerai dans la direction que je veux. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, souvent pour le pire. Puis, The Office, ça a bien marché. Oui, ça a bien marché. Non, il y a beaucoup de cas de figure qui ont bien marché. Homeland, In Treatment, tu sais, c'est des bonnes adaptations, mais Guy a pas voulu laisser aller. Puis c'est pour ça que ça n'existe pas aux États-Unis, puis ça n'existe pas au Canada anglais non plus, parce qu'au Canada anglais, ils fonctionnent de la même façon aussi, tu sais. Ils prennent les droits sur le truc.
Donc, il a tenu son bout. Ouais. Est-ce que quand ils ont fait la reboot, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Non, j'ai pas été recontacté. J'imagine qu'il est allé avec quelques-uns des auteurs avec qui il était. Non, puis c'est correct, là. J'étais un peu occupé avec ma série aussi, tu sais. Mais je suis content de voir. J'ai vu ça, j'ai vu quelques épisodes, là. C'était le fun de les revoir. Puis c'était le temps de le faire, je pense. 20 ans après. Tu sais, il y a un temps où c'est comme la petite vie, là. Il va y avoir un reboot de ça. Puis ça, c'est le fun. Tu sais, 20 ans, c'est une bonne période. Après 10 ans, c'est peut-être trop tôt. Ouais. Dans 10 ans, c'est peut-être trop tard. Mais là, c'était... La mode revient aux 20 ans, donc oui, il y a quelque chose avec ça. Ouais. T'as touché au roman, t'as écrit pour la télé, t'as écrit pour le cinéma. C'est tous des médiums très différents. Certains diraient que c'est du storytelling, mais ça reste que c'est des formats, des médiums différents. Oui. C'est quoi? J'ai écrit un film d'animation aussi. Ah oui, en ce moment? Oui. J'en ai écrit un, mais j'en ai écrit un aussi qui est sorti en 2000. C'est du cinéma, là, aussi, mais c'est un film d'animation. J'avais jamais touché à ça. Ça s'appelle Félix et le trésor de Morga. Ça, c'est le nouveau ou celui qui était... Celui qui est sorti. OK. Ouais, c'est sorti pandémie encore. Non. C'est sorti en 2021. Et puis, ça a eu en salle ici un certain succès relatif en fonction. Mais là où ça a vraiment marché, c'est à l'international. Ah ouais? C'est vendu dans, je pense que la productrice m'a dit comme 175 pays ou territoires. Oui, tu sais, oui, ça a joué beaucoup partout. C'était jeunesse ou c'était famille, je dirais. Moi, c'est ça. C'est l'histoire d'un petit gars qui cherche son père, disparu depuis 2 ans, puis il le retrouve. Il est sûr que son père est encore vivant. Tout le monde le prend pour mort. Et puis il le retrouve en fait sur une île, dans les confins d'une île où il y a une secte qui s'est établie là, une secte qui ont trouvé le secret de l'éternité pour l'être humain. Donc la jouvence, si tu veux. Et puis à un moment donné, ils sont pris entre le dilemme, est-ce que il vaut mieux être mortel et libre ou immortel et prisonnier? Et c'est ce débat-là qu'ils doivent, avec lequel... Donc, c'est un peu pour adultes aussi. Est-ce que tu avais été inspiré par Coco? Qui est un film d'animation de Pixar que j'aime beaucoup, qui traite beaucoup de la mort, de ces thèmes-là un peu. Non, j'ai pas, tu sais, je pense que je l'ai vu après même. J'aurais dû le voir, tu sais. Je pense que je l'ai vu après. C'est un film que j'adore. Oui, c'est magnifique, là. Non, en fait, je me suis plutôt connecté à une peur. Souvent, tes inspirations viennent évidemment ce que tu as connu, des gens que tu as rencontrés, tu sais, c'est un amalgame de tout ça. Mais des fois, tu te reconnectes à une peur que tu as déjà eue. Je me souviens d'avoir eu des terreurs quand j'étais jeune. Puis il y a un nom pour ça, j'ai oublié, là, mais je sais pas si c'est DSM-5 ou en tout cas dans les phobies que les gens ont, ou c'est la peur de l'immortalité, la peur de l'éternité. C'est-à-dire que quand j'étais petit gars, bien sûr, la religion catholique nous disait, si tu fais bien ça, tu vas passer au ciel, puis tu vas avoir la vie éternelle. Et moi, la vie éternelle, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très terrifiant là-dedans, de penser qu'il y aurait jamais de fin, que ça continuerait tout le temps. Je trouvais ça écoute, j'angoissais totalement. Je me dis, il faut falloir que je devienne athée si je me, tu sais. Mais la Révolution tranquille s'est occupée du reste. Oui, c'est ça. Alors donc je me suis dit, pourquoi pas me connecter à ça, tu sais, à cette peur-là, cette idée d'immortalité qui est séduisante, parce qu'il y a des gens qui essaient encore, des milliardaires aujourd'hui qui pensent, tu sais, en tout cas, ou du moins le prolongement de la vie sur Terre. Mais je me suis dit, et si l'immortalité devenait accessible, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise affaire? Alors, c'est quoi les dilemmes qu'on se pose? Fait que Walt Disney, c'était frigorifié, là, je pense, pour ça. Je sais pas à quel point Encore là, il y a beaucoup de légendes urbaines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... En tout cas, mais ça a été dit assez souvent, comme n'importe quel mensonge, on finit par les croire. Mais je sais pas. J'ai pas causé assez. Je voyais, c'est drôle parce que tu parlais de tes films, puis je me dis, juste pendant que t'es nommé, je me dis, hey, ça veut dire que ça sont sur Letterboxd. Fait que sur Letterboxd, on peut aller voir, puis ce qui est cool, c'est que tu peux voir... Tu peux voir les reviews que les gens écritent, là, ça veut dire pour le meilleur et pour le pire. Là. Oui, mais moi, exactement. j'en parlais avec Chloé Robichaud, qui est la blonde de mon amie Catherine. Puis j'ai parlé de ça. Je dis, tu connais pas ça, Chloé? Il y a peut-être 1 an ou 2 là, à préparer son film. Puis elle dit, je suis pas sûr que je vais aller là-dessus. Je suis pas sûr que je veux voir ce que les gens ont dit de mes films. Non. Que ce soit partout dans le monde. Puis elle m'a avoué des mois plus tard, elle dit, je vais t'avouer, je suis allé, je me suis fait un compte. Parce que moi, au début, j'y en parlais comme cinéphile, même pas, je pensais que j'oubliais qu'elle était, tu sais, qu'elle était sur le domaine public. Puis elle m'a dit, hey, des mois plus tard, elle m'a dit, j'avoue, j'ai fait un compte, j'ai été voir, puis
parce que là, c'est mondial, cette application-là. Fait qu'elle dit, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai été voir, puis elle dit, pour vrai, je pense que 98-99% des reviews étaient positives. Ah. Puis de voir que quelqu'un, je sais pas, au Danemark, a vu ton film dans un festival, puis il a fait, j'ai vu Sarah préfère la course, j'ai bien aimé ça. Elle a fait, pour vrai, ça m'a donné une swing vraiment positive. Fait que, tu sais, pour dire, je t'ai parlé de Letterboxd tantôt en oubliant que t'avais écrit des films. Puis, c'est ça. Oui, probablement que les films sont là avec 3 étoiles sur 10 ou je sais pas trop. Mais en fait, c'est... mais t'allais poser tantôt, je t'ai coupé parce que j'ai dit j'ai fait de l'animation aussi, puis t'allais parler de films écrits pour les différences en fait entre écriture, roman, télé et cinéma, ce que t'aimes puis ce que t'aimes moins de chacun des formats. Peut-être la liberté puis la limitation de chacun. Ouais, ben c'est sûr que chacun vient avec des contraintes. C'est sûr que si t'écris un roman, si t'écris par exemple une autobio pour un sujet comme Claude Raymond, Frenchy, par exemple, c'est sûr que tu as une liberté qui est pas mal totale. Tu sais, tu peux évoquer d'abord, faire vivre une scène qui se passe des années 50 à Waycross en Georgie, puis tu t'inquiètes pas de dire je peux pas la mettre. Fait que tu la mets, tu sais, puis tu y vas. L'éditeur, mettons. Pas grand-chose. Okay. Honnêtement, à moins d'être vraiment en dehors de la traque, là, puis de faire quelque chose qui a pas de bon sens, puis ben là, Marc, c'est pas là qu'il fallait amener ça, je pense. C'est très rare que les éditeurs, il y a jamais autant de gens qui regardent par-dessus ton épaule quand t'écris pour le livre que quand t'écris pour le cinéma ou la télé. Oh mon Dieu. Plus t'écris pour le cinéma, il y a pas mal plus de monde qui regarde par-dessus ton épaule, puis la télé, c'est 2 fois plus encore. La télé, personnellement, je trouve ça insupportable. Ben, c'est que si une œuvre se rend à l'écran, puis elle a encore de la personnalité, c'est un exploit. C'est un miracle. Vrai, c'est un miracle. C'est un miracle. Le nombre de fois où j'écris un truc, puis je me fais dire, hey, ça, moi, ce que j'entends, puis ce que je veux, c'est, ce bout-là, ce joke-là, ça serait possible de la faire, mais moins drôle. Pourquoi ça peut m'engager? Ouais, ça, mais moins drôle. Ça pourrait être, à la place d'être une carotte, ça pourrait être une table. Oui, mais c'est parce que le mot carotte est juste plus drôle que le mot table. C'est que ça rend fou. Bref, excuse-moi. Oui. Bref, OK, donc au niveau, premièrement, de la liberté. Oui, c'est ça. Par contre, il y a aussi quand même de la liberté, je dois dire, tu sais, au cinéma puis en télé. Tu sais, j'ai pas senti encore. Peut-être qu'on s'en va tranquillement vers ça, où les diffuseurs et puis les producteurs vont vouloir de plus en plus les shows qu'eux-mêmes voudraient voir à l'écran. Il y a des fois des commandes qui se font comme ça. Des gens disent, j'ai besoin d'un show dans tel milieu ou dans tel truc. Qui est autour pour écrire ça? Fait que ça, c'est des shows qui sont généralement commandés. Puis là, c'est à l'auteur de voir s'il veut embarquer là-dedans ou pas, tu sais. Si je te demande d'un point de vue de storytelling, à l'écrit pour un livre, le format plus court télé, le format plus long cinéma, plus d'un point de vue storytelling, de la manière dont la télé, c'est formidable. La télé, c'est formidable parce que tu peux vraiment déployer une histoire beaucoup plus qu'en cinéma. Tu as quand même à peu près 90 minutes ou 110 minutes pour aller au fond d'un personnage. Ça veut dire que ça t'oblige à trouver les histoires et l'incarnation des histoires de la manière la plus payante possible. C'est-à-dire il peut y avoir 0 détour et temps mort. Il faut vraiment que tu sois... À moins de faire un film, je te dirais, qui est moins construit de façon dramatique et de façon causale. Si tu veux faire tu sais ce qu'on appelle ici les films d'auteur, c'est-à-dire où on a comme un... structure narrative un peu plus déconstruite. Plus lousse, c'est-à-dire que tu as un moment qui suit un autre moment, qui suit un autre moment, qui s'additionnent pas nécessairement, qui font parfois de très bons films aussi, là. Bon. Ouais. Mais c'est comme si le mot film d'auteur était devenu péjoratif pour ça. Oui, c'est ça. Puis, sauf que c'est pas du tout le même genre de travail. Et il y a très peu de scénaristes qui écrivent du film d'auteur qui ne réalisent pas eux-mêmes. Moi, comme scénariste, je pourrais pas écrire un film comme ça pour qu'un autre le réalise. C'est une vision trop singulière. Ben, ça prend absolument ça prend la caméra du réalisateur pour les faire, ces films-là. Alors, nous, comme scénaristes qui ne réalisons pas, on se doit absolument de faire des films qui sont plus construits, je pense. À moins d'être
en symbiose avec le réalisateur, comme les frères Coen, là, j'imagine, sont tu sais, ou quelqu'un avec qui un couple peut-être, tu sais, par exemple, qui pourrait faire ça. Tu sais, je verrais une Anaïs Barbeau-Lavalette puis un Émile Paucloutier faire un film ensemble, puis tu sais, un qui écrit puis l'autre qui réalise, puis mettons, voilà. Tu sais, vu que c'est un couple dans la vraie vie. C'est ça, tu sais. Alors, mais c'est très très rare que tu peux faire un et pas l'autre, si tu fais un film comme ça. Si tu fais un film plus construit, c'est ce que j'aime faire. Le Clip Vinland est très, très, très construit. C'est très construit. Tu peux pas enlever un morceau. Django. Il manque... Ouais, c'est ça. Il manque quelque chose. Fait que faut vraiment que tu... C'est un film très classique aussi. T'sais. Ben, c'est la fameuse... faut pas dire règle, mais le saying en cinéma que si tu peux enlever une scène puis que ça change rien... enlève-la. C'est à quoi je suis pas nécessairement d'accord. Mais non, parce que tu as des scènes des fois extraordinaires. Tu dis, hey, j'aurais pu l'enlever, puis ça tient debout, ce film-là, si je l'enlève. Ouais. Sauf que c'est la meilleure scène du film. Fait que cette thèse-là, que j'entends souvent, parce que les gens ont tous lu les livres de Robert McKee ou tous les autres, là, tu sais. Puis McKee est très bon, je devrais pas le citer, mais... Blake Snyder. Non, mais tu sais, beaucoup d'autres, là, ont écrit là-dessus. Si ta scène peut être enlevée, et puis le reste tient... quand même, enlève-la, mais... C'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. C'est là que tu perds... C'est une phrase plus de producteur que d'auteur. Ouais, c'est ça. C'est le lifeblood, souvent, des films, ces petites scènes-là qui sont... Je me souviens, il y a une scène, on parlait de Citizen Kane tantôt, il y a une scène où il y a un des je pense que c'est un des propriétaires ou un des... du journal qu'a fondé Kane, tu sais. Ouais. Et il rappelle une anecdote de sa jeunesse où il a croisé une femme dans un train. Il l'a regardée pendant quelque temps, il l'a vu s'asseoir avec toute sa grâce et sa délicatesse. Et elle s'est assise là. Ils n'ont pas échangé un mot. Il y a peut-être eu un regard d'échanger. Il dit, cette image-là, elle est dans ma tête depuis 60 ans. Tu sais, c'est un monsieur d'à peu près, je sais pas quoi. Elle est dans ma tête depuis 60 ans. Enlève ça. Ça marche. Le film marche encore très, très bien. J'ai pas besoin de ce moment-là pour comprendre la trajectoire de Kane. Mais moi, c'est un des moments que j'ai retenu de ça. De ces, il y a une chanson de Brassens qui dit exactement ça, qui s'appelle Les Passantes. C'est les gens tu la connais peut-être, hein, c'est ça. Pour un petit moment, furtif et qui reste. Qui s'imprègne. J'en ai eu ces moments-là. Des moments parfaits. Ouais, des moments parfaits, exactement. Et c'est la mémoire poétique, comme disait Kundera. Hein? C'est remplir sa mémoire poétique de ces petites affaires-là. Brassens, qui est, j'avais lu, ça, pas beaucoup, ben, peut-être moins les gens de mon âge savent peut-être pas ça, mais que lui, la raison pour laquelle il avait commencé à faire ça, puis ramasser la guitare, c'était Félix. Ben oui, il a vu Félix qui le faisait, puis il se dit, si Félix le fait, puis c'est bon, puis ça semble être compris, je peux le faire aussi. Et ça, c'est fantastique que des œuvres te donnent la permission de faire ça. Moi, les moments parfaits, c'est un truc que j'ai développé d'abord en film, et puis que je me disais, mais comment je vais faire pour faire marcher ça dans le décor ambiant? Tu sais, c'est pas un film événement, c'est pas comment ça va se faire? Puis ça se faisait pas non plus, tu sais, juste des petits mouvements du cœur, puis une histoire de famille, puis tout ça. Puis à un moment donné, un producteur qui m'a dit, ben je pense que ce serait plus une série télé, parce que t'as beaucoup de personnages, c'est un film choral, c'est dur à faire vivre, tu peux pas déployer ça. J'ai fait, t'as raison, OK, on va le faire en télé. Fait que là, on l'a fait en télé, c'était du 24 heures, donc un peu la formule de la série annuelle. Encore là, je me suis posé la même question. Comment je vais faire pour l'inscrire dans ce qu'il y a autour, où tout le monde fait des shows de police, ou des shows de médecins, ou des shows où il y a beaucoup d'événements extérieurs qui surviennent. Et on n'est pas juste sur les mouvements intérieurs de personnages. Tu sais, c'est pas du inside out, c'est du outside in. Et aussi souvent beaucoup de stéroïdes dans les shows, tu sais, des cadavres dans les coffres de char, puis ces affaires-là. Comment ça va se faire? Ben, on a réussi pareil à le faire, sans jamais aller dans le cadavre de char. Ça, je suis très fier de ça, mais il y en a pas beaucoup d'autres shows comme ça. Puis aujourd'hui, en 2023, je suis pas sûr que quelqu'un qui arriverait avec un projet comme ça réussirait à le faire passer. Tu sais. C'est comme une bataille un peu perdue. C'est comme, je veux pas faire de comparaison, mais quelqu'un qui voudrait faire du Brassens aujourd'hui, où le texte serait, tu sais, bien de l'avant, où la voix serait de l'avant, puis il y a un accompagnement, et où il y aurait un sourire en coin derrière la moustache. Pas sûr que ça pourrait passer, tu sais. Je serais curieux, hein? Ça serait différent, en tout cas, ça serait perçu différemment, c'est sûr. Ouais. Tu parlais de scène tantôt, ça me fait penser récemment, je sais pas si tu as vu le fameux Barbie événement. Oui, je l'ai vu, oui. La scène où Barbie parle à la dame sur le banc de parc. Oui.
Cette scène-là, je pense qu'elle se faisait demander, Greta Gerwig, de l'enlever. Cette scène-là, dans le fond, tu l'enlèves de l'histoire, puis ça change rien. Exact. Elle dit, mais si je l'enlève, j'ai plus de raison de faire le film. Tu sais, comme parce que ce qu'il y a dans cette scène-là... C'est important pour moi. C'est exactement ce dont je parle dans le film. C'est ça. Fait que si on l'enlève... C'est ça. Narrativement, ça change rien, mais ça change tout pour moi, tu sais. C'est pour ça qu'il faut faire confiance aux auteurs. Ils savent ce qu'ils font. Quand ils débarquent quelque part avec un texte, généralement, à moins d'être mal avisé puis de s'improviser auteur puis tu ne l'es pas, on sait ce qu'on veut pas mal, tu sais. C'est ça. Tu parlais d'Orson Welles aussi, une affaire qui a réalisé Citizen Kane, là. Oui. Une affaire que je trouve incroyable de lui, parce que tu sais, souvent quand on arrive dans un milieu, on va être contaminé des fois par le milieu ou les pensées de ce milieu-là, parce qu'il y a des ça a toujours été le même ou peu importe. Puis c'est ce qu'Orson Welles a fait, Citizen Kane, qui a été longtemps, ou qui est encore même souvent considéré comme le meilleur film de tous les temps. Puis Citizen Kane, c'était son premier film, puis c'est très connu qu'il ne connaissait rien au cinéma. 27 ans. Il a toujours dit tout ce que tu as à savoir pour comment fonctionne une caméra, toute la portion technique du cinéma, ça prend une demi-journée. C'est ça. Puis quand le monde dit, mais comment t'as fait ce film-là qui a changé les codes? Parce que je connaissais pas les règles. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Puis la portion technique, il s'est occupé d'avoir un des meilleurs DOP qu'il avait. C'est ça. Il a fait, OK, le directeur de la photo, il est excellent, il sait ce qu'il fait. Moi, je veux compter cette histoire-là. Puis comme quoi, des fois, c'est comme l'ignorance devient une force. Une grande force. C'est pour ça que les premières œuvres sont souvent très fortes aussi. Très pures. Oui, très pures. Ouais. Des fois, les premières versions du cinéma, moi, je lis souvent des textes des autres, là, tu sais, comme consultant, puis tout ça. Des fois, les premières versions, ils ont une fougue, ils ont quelque chose de... Et là, après ça, tu sais, on parlait tantôt, là, les gens qui vous lisent. Là, la deuxième version est jamais meilleure. C'est toujours moins bon, en fait. Puis après ça, c'est sûr que les failles le premier avait des failles. Il y avait des trucs la première version, il y a quelque chose qui marchait pas. Après ça, les gens réussissent normalement la version 3, là, si on dit. Réussissent à ramener ça un peu. L'essence. Revenir à l'essence. Moi, je dis toujours à ces gens-là, t'as une petite flamme, là. Ce qui t'a amené à faire ce film-là, tu sais, si tu parlais de Greta, là, qui parlait de cette scène-là, ça, c'est ta job de la protéger, cette flamme-là. Parce que le vent va souffler de chaque barre. Faut que tu protèges ça, tu sais. Alors, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu sais, Frenchie, sur Claude Raymond. Non, mais c'est ça. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on comprenne qu'il y a des gens qui ont, dans leur vie, toujours le vent d'en face. Ils ont toujours le vent d'en face. Tout est contre eux. Et que malgré ça, s'ils se connectent vraiment à ce qu'ils sont, et à leur force, et ils ont la capacité d'attention de monter les antennes assez hautes pour savoir, moi, c'est ça, je suis pas autre chose que ça, mais je suis ça. En fait, autrement dit, de tabler sur ses forces plutôt que toujours d'essayer de compenser ses faiblesses. De dire, mes forces, c'est ça, puis je vais aller là-dedans. Puis une de ses forces à ce monsieur-là, Claude Raymond, c'est sa grande capacité d'observation. C'est que c'est un observateur, c'est quelqu'un qui voit, qui prend des notes. C'est pas quelqu'un qui traverse une pièce sans remarquer des choses. Il va remarquer tout. Et c'est ce qui fait que ça lui a permis écoute, le fait qu'il parle pas anglais, le fait qu'il mesure pas 6 pieds 3 pouces, le fait qu'il est pas c'est un athlète, mais c'est pas un athlète, là, tu sais, c'est pas quelqu'un, là, c'est pas, j'allais dire Barry Bonds, c'est un mauvais exemple, mais c'est pas quelqu'un qui arrive avec un gabarit, tu sais, et qui, malgré ça, a réussi à jouer pendant 12 ans dans les ligues majeures. Et aussi, qui a été laissé pour compte. C'est-à-dire, les gens ne l'ont pas reconnu à sa juste valeur. Ça, c'est quelque chose qui me touche aussi. Je trouve que il y a des gens qui sont jamais vraiment reconnus à leur juste valeur. Et moi, c'était quelque chose que je voulais... La preuve, c'est qu'il n'existait pas de biographie sur lui. Il y en avait eu une qui avait été faite très, très courte dans les années 70, qui était, tu sais, la moitié, un survol de sa carrière, puis l'autre moitié, c'était comment lancer des prises, comment lancer des courbes, comment lancer des... Alors, c'était un livre qui était fait... Bon, à l'époque, là, tout ça, mais il n'y avait pas ce livre-là sur lui. Je trouvais ça inacceptable, que ça n'existe pas. Personne ne le faisait, tu sais. Puis, en fait, il a fallu une rencontre, parce que c'est du travail faire ça, tu sais, faire un livre, c'est du travail. Puis, il a fallu une rencontre tout à fait fortuite, on pourra en parler tout à l'heure, pour que ça déclenche l'affaire. Vas-y, immédiatement, parce qu'on est là, c'est super. Ben, écoute, la première rencontre que j'ai faite avec Claude Raymond, je l'avais déjà rencontré, là, tu sais, dans des lancements, parce qu'il était venu, je pense, des affaires de baseball que j'avais faites avec Jacques Doucet. Mais une des premières rencontres que j'ai eues avec lui, c'est que j'étais à Cooperstown, New York.
Où il y a le Hall of Fame. Où il y a le Hall of Fame du baseball. Puis, il y a un petit stade de baseball, là, qui est le Doubleday Field, et qui est juste à côté. Puis, des fois, il y a des matchs de ligue, des fois du niveau A ou niveau, des fois, c'est rookie, là, tu sais, bon. Il y a des matchs, puis j'étais allé voir un de ces matchs-là avec mes enfants qui étaient très jeunes, puis il faisait chaud. Puis, dans les gradins, je remarque quelques rangées plus bas. Tu sais, évidemment, on parle de bancs de bois, là, tu sais. On parle pas d'un beau stade. Là, c'est un vieux stade, tu sais, qui date des années, je sais pas trop. Mais Babe Ruth a joué là, tu sais. Puis, Claude Raymond est assis là. Et il est avec sa famille, il est avec sa femme et sa famille, à la grosse chaleur. Puis, il y a une place derrière le marbre qui est recouverte par un toit. Puis là, tu quand même, t'es au moins... t'as pas le soleil qui te tape dessus. Puis moi, je connaissais quelqu'un au Hall of Fame qui travaillait dans le Hall of Fame. Et puis, je me suis levé, je suis allé voir ce gars-là, un gars qui s'appelle Tim Wiles, qui était comme un gars aux communications là-bas. J'ai dit, Tim, est-ce que tu sais qu'il y a ce monsieur-là qui est là, tu vois-tu, avec les cheveux gris là-bas, là, qui a rien demandé, qui a pas demandé d'avoir une place, là, mais là, il est avec sa famille, là, ils ont chaud comme c'est pas possible. Y aurait-tu moyen de le retrouver? Parce que je voyais qu'il y avait un petit spot, tu sais, de libre, là. Y aurait-tu moyen de leur trouver une place à l'ombre? Il dit, je m'en occupe. Fait qu'il est allé les voir, il dit, voulez-vous vous déplacer? Puis, tu sais, ils se sont retrouvés à l'ombre pour le reste du match, tu sais, pour voir. Je pense que peut-être Claude Raymond a même pas su que j'étais derrière ça. On n'a jamais parlé, c'est fou, hein? On n'a jamais parlé de ça. On parlait de peut-être bien des choses, mais je me souviens pas y avoir parlé de ça. Peut-être, en tout cas. Puis je me suis dit, c'est bien lui, ça. Il serait pas allé demander une faveur. Il serait pas allé demander, excusez-moi, j'ai joué dans la Ligue majeure, j'ai ma carte d'ancien joueur. Il s'est assis là, puis il a rien, tu sais, il a pas demandé de faveur, rien. Puis je me suis dit, ben c'est ça. C'est des gens qui souffrent pas dans leur trompette. C'est pas des gens qui tapent leur tambour. Donc il y a pas de livre sur lui. Personne ne l'a fait. Puis ça m'écoeure parce qu'il y a 80 quelques années, puis à un moment donné, ben il sera plus là, tu sais. Je veux dire, même s'il est encore en forme, il a 86 ans aujourd'hui. Ouais. Il a encore lancé à la balle molle cet été. Wow. Ouais. Il lançait. Comme lanceur. Comme il jouait dans une ligue. Oui. Ben c'est-à-dire, c'est des tournois, des tournées d'anciens joueurs des expos, tu sais. Okay. Bill Lee fait partie de ça, puis tout ça. Et Mark Griffin, puis mais tu sais, ils sont bien plus jeunes que lui, là, tu comprends? Tu sais, un Mark Griffin, là, je sais pas quel âge il a, mais il a peut-être fin quarantaine, début cinquantaine, tu sais, il peut encore. Mais Claude, à 86, il lance, comme Bill Lee lance. Donc, c'est des gens qui ont une force, en tout cas, il y a certainement une génétique supérieure à la moyenne, là, ça c'est sûr. Mais c'est ça qui t'a motivé à faire le livre? Moi, je me suis dit, c'est pas possible que ce gars-là ait pas sa biographie. C'est impossible. Puis on n'attendra pas qu'il parte, là. Parce que c'est une bibliothèque qui brûle quand quelqu'un meurt. Puis lui, il a des histoires à raconter. Alors, en fait, c'est une autre rencontre à Cooperstown qui est arrivée plus tard, qui est arrivée en je pense que c'est 2017. 2017, à l'intronisation de Tim Raines. Oui. J'étais là, puis Claude... Un ancien joueur des Expos. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me promène dans le musée du Hall of Fame, puis là, je vois un monsieur plus loin avec une casquette des Expos, puis un uniforme de joueur, probablement un fan de Tim Raines, quelqu'un qui est venu assister à l'intronisation. Je m'approche, je vois le numéro 16 dans le dos, Raymond, écrit sur le dossard. Je dis, bon, un fan de Claude Raymond. Je m'approche encore plus. Mais non, c'est Claude Raymond qui est là comme simple touriste, encore une fois. Il est pas là dans les parades avec les anciens. Il est pas aux tables en train de signer avec les anciens. Il est là avec sa famille, ses petits-enfants, son fils, ses petits-enfants. Je sais pas si sa femme était là dans ce voyage-là. Je me souviens pas de l'avoir vu, mais il était là avec son fils puis ses petits-enfants. Puis il venait voir et regardait ça. Fait que, bon, comme je le connaissais un petit peu, comme je te disais, à cause de lancement de livre, je me suis présenté à lui, jasais un peu avec. Puis son fils était là. Puis un moment donné, Claude s'est éloigné, puis son fils, qui s'appelle Marc, j'ai dit, est-ce que, à ta connaissance, ton père, il travaille sur une biographie ou sur quelque chose? Il dit, non, il y avait des gens qui avaient déjà pensé faire ça, mais finalement, non, c'est pas allé plus loin, puis c'est pas fait. Mais j'ai dit, est-ce que c'est parce qu'il veut pas ou ça l'intéresse pas? Ou c'est quand même du travail pour lui aussi, là, de s'asseoir puis de raconter ça pendant des heures et des heures. Il dit, non. Donc, je lui dis, il aimerait ça. Il me regarde en souriant. Je pense qu'il aimerait ça. Fait que je dis, OK. Une fois rentré à Montréal, je vais communiquer avec lui, puis on va voir si. Puis là, on s'est assis quelques fois, puis j'ai raconté pourquoi je pensais qu'il fallait qu'il fasse ça.
parce qu'il savait que c'était bien du travail, mais tu sais, en fait, je me suis servi un peu de ces petits-enfants. J'ai dit, vous aurez, je le voyais à ce moment-là, là, il a insisté après pour que je le tutoie, mais je lui dis, vous aurez peut-être jamais l'occasion de raconter ça vraiment à vos petits-enfants, parce que la vie va trop vite. Tu peux pas t'asseoir au coin d'un feu avec une pipe, dire, venez les petits, je vais vous raconter ma vie. Par contre, si vous le faites avec quelqu'un qui n'est pas de la famille, quelqu'un qui peut être moi, si c'est pas moi, ce serait quelqu'un d'autre, mais je pense que ce serait un héritage fantastique à leur laisser, de savoir d'où ça part. D'où cette histoire-là part. Pourquoi il y a des photos de mon grand-père à Saint-Jean-sur-Richelieu partout? Pourquoi on parle de lui? Pourquoi il y a des stades à son nom? Pourquoi il y a des... T'sais. Alors, là, ça a été plus facile de le convaincre. T'sais. Puis après ça, on s'est mis à travailler, on s'est mis à se rencontrer, puis à avoir des conversations comme ça. Souvent à bâton rompu. Ce qui fait que mon beau plan de match, qui était de parler évidemment de telle section ou de tel moment. Des fois, je pouvais plus le tenir pour garder le naturel de la conversation. Ouais. Je le laissais aller sur d'autres choses. Puis là, je voulais pas manquer le moment. Alors, ce qui fait que je me suis retrouvé avec, je sais pas, 1500 pages de transcription, mais toutes désorganisées parce que, tu sais, pas toutes, il y avait quand même, mon enfance, des blocs, mais des fois, ça débordait sur quand il lançait, après ça, quand il était instructeur pour les expos. Et il a fallu faire un travail colossal de ramasser tout ça, parce que je voulais quelque chose qui était bien sûr un peu chronologique quand même, tu sais. Alors, fait que dans le fond, la méthode de travail, ça aussi, ça m'intéresse, c'est dans un contexte d'autobiographie où, parce que le livre est écrit au jeu, hein? C'est écrit comme si c'était Claude oui, c'est ça. Donc, dans le fond, pour ramasser l'information, vous vous asseyez, puis vous faites, dans le fond, des podcasts. Oui, c'est ça, exactement. Qui seront jamais diffusés. Qui seront jamais diffusés, mais qui, s'ils avaient été enregistrés un peu plus intelligemment avec une technologie un peu supérieure, pourraient l'être. Bien que je suis moins organisé que toi, tu l'es. Il faudrait faire beaucoup de montage. Mais oui, on a fait ça. On a fait des conversations pendant des heures. En personne? En personne. Puis... C'était avant la pandémie. OK. Donc quand tu... Entre 2017 et fin 2019, là, je l'ai rencontré. Puis là, il fallait que je gère ça parce que j'avais aussi ma série à écrire, série télé à écrire, exactement. Mais une fois que la pandémie est arrivée, c'est sûr que là, j'avais moins de temps pour ramasser tout ça parce que là, on a mis toute la gomme sur la série télé. Parce que c'est la seule chose qui roulait. Hein? Les shows étaient finis. Les spectacles, tu le sais, là, les spectacles n'avaient plus lieu, il n'y avait plus rien, plus de théâtre, rien. Donc, tout allait en télé. Alors là, il a fallu que je mette la pédale au fond là-dessus. Parce que la série qu'on avait prévue pour l'année d'après, là, les réseaux la voulaient avant. Donc, il a fallu qu'on se dépêche à faire ça. Mais pour ce qui est du livre lui-même, l'éditeur a dit, si t'es prêt, en temps de pandémie, ça marche les livres. Là. Les gens achètent les livres, là, c'est très bon, c'est même meilleur que... Oui. Mais moi, j'ai fait, non, moi, je sors pas ce livre-là en temps de pandémie. Je suis en train de vivre là des lancements, des premières de films qui n'ont pas lieu parce que on peut pas être dans des salles. Puis Claude Raymond, il mérite d'avoir un vrai lancement. Puis des vraies entrevues, pas avec... on va pas installer une caméra chez lui, là, puis le voir tout croche là, sur un Zoom, tu sais. Alors, je dis non, on va attendre. Puis ils ont été corrects. L'éditeur a dit, OK, on va attendre. Puis là, on l'a sorti finalement en novembre 2022. Oui, tu m'avais fait d'ailleurs, j'étais en spectacle, je pouvais pas y aller, je voulais y aller, c'était dans l'Est. Je t'ai invité, hein? C'était dans l'Est de Montréal. Tu vois, t'étais dans les B, tu sais, probablement. J'ai commencé avec les A, les B, puis je me suis arrêté au Ouest parce qu'il y avait trop de monde. C'est ça. C'était dans l'Est de Montréal, je pense. C'était exactement la cage au sport, à Wild Places, mais c'était le fun. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, puis beaucoup de gens de toutes les époques de la vie de Claude. C'est ça qui était formidable. Des gens qui ont connu même un monsieur avec qui il est allé à son premier camp d'entraînement à Waycross en Georgie, qui fait d'ailleurs la préface du livre ici. Un monsieur de 80, quelque chose, exactement. C'est quoi son famille? Son nom de famille, c'est Yvan Dubois. Yvan Dubois. Oui, c'est Yvan Dubois. Puis, c'est ça. Puis un monsieur qui a décidé de pas continuer, lui. Tu sais, après, il était receveur, il était très bon. Claude, il aurait eu du succès, c'est sûr. Mais ensuite, il a eu des postes importants à la Régie des installations olympiques, là, tu sais, autour du jeu. Il a toujours été vraiment un monsieur très, très chouette. Écrit une très belle préface ici aussi dans le livre. C'était fantastique d'avoir ce lancement-là. C'était comme une consécration. Enfin, tiens, on reconnaît le travail de ce monsieur-là. Parce que lui, il a continué, bien sûr, à
après ça à s'intéresser au baseball, mais il n'y avait plus de chaise pour lui. Lui, il continue de suivre ça. Hein? Il suit encore tous les matchs. Claude, il suit ça. Oui, Claude Raymond. Claude, ouais. Il continue de suivre ça, mais il n'y a pas eu de micro dans les 20 dernières années. Là. Puis c'est drôle parce que cet été, à TVA, ils l'ont invité à venir commenter un match. Avec comment il s'appelle celui de TVA? Denis Casavant, exactement. Et c'était merveilleux, une belle justice poétique, parce que c'est Claude qui avait proposé le nom de Denis Casavant comme commentateur, descripteur à TQS ou RDS. En tout cas, quand c'est... Je pense que c'est RDS. Denis a été à RDS longtemps avec Roger. Oui, c'est ça. Ouais. Après, il est passé à TVA, mais c'est ça. Donc, c'était un retour. Oui, il est excellent, très professionnel, très sérieux, mais Claude l'apprécie beaucoup. Alors, mais lui, il n'a pas eu de micro depuis 20 ans. Je sais pas parce qu'il voulait pas, mais toutes les chaises étaient occupées. Tu sais, il était dans les dernières années des expos, il était sur le terrain comme instructeur. Pendant les 3 dernières années, là. Et puis, pendant ce temps-là, toute la chaise musicale s'installait pour des commentateurs, tu sais, puis après, il n'y avait plus d'expo. Alors, tu sais, il y avait très peu de jobs, tu sais, et il s'est retrouvé un peu sur la touche. Fait que de voir tous ces gens-là réunis, au lancement, ça a été un beau moment vraiment là, extraordinaire. T'as fait combien d'heures d'entrevue avec lui pour arriver au livre? Des fois, j'essaie de pas trop penser à ça parce que je me dis que je devais pas être si bien organisé que ça parce que des fois, j'y reposais la même question. Tu sais, Claude, quand tu m'as parlé de ça, tu m'as dit ça, mais donne-moi un peu plus de détails sur cette affaire. Des fois, je revenais. Ouais. Fait qu'on a fait beaucoup de séances. Et surtout des séances très longues. Des fois, même, on n'arrêtait même pas pour dîner. Puis je disais, veux-tu qu'on s'arrête pour dîner? Non. Es-tu fatigué? Il me regardait, es-tu fatigué, le petit jeune? Non, je suis pas fatigué. J'étais un peu... Mais lui, là, droit comme je te dis, une génétique exceptionnelle. Fait qu'il était prêt à continuer. Toujours intéressant. Ça sur... écoute, c'est gênant de le dire, là. Tu sais, non, écoute... Mais c'est pas grave, c'était pas pour être mini-cassette. Mini-cassette. Parce que j'ai bien sûr un petit enregistreur comme ça, mais je suis parano avec cette technologie-là. J'ai peur de rien enregistrer, j'ai peur d'effacer par-dessus, j'ai peur de tout. Alors quand j'avais mes petites cassettes, je savais que c'était là, physiquement c'était là. Alors on a fait ça comme ça. Ça, tu le donnais à quelqu'un? Je le donnais à quelqu'un qui a eu la gentillesse de tout retranscrire ça avec le concours de l'éditeur. Parce que là, je pouvais pas faire ça. Là. Ça aurait été... mais la personne a été extraordinaire. Il allait des fois vérifier des noms, des fois vérifier même l'orthographe d'un nom. C'était un maniaque de baseball, de sport, la personne qui a fait ça. Il faut pratiquement. Oui, c'est ça. Écoute, extraordinaire. Pierre Lagacé, son nom. Et, la portion moine du travail. Oui, la portion moine du travail, qui devient à un moment donné trop lourde. Je l'avais fait pour les livres sur les expos, ça. J'avais moi-même retranscrit tout ça. Puis là, j'ai fait ça. J'aurais pas le temps. J'ai pas le temps parce qu'il faut que je fasse ça. Alors, l'éditeur ça se peut que t'aies pas le goût aussi, là. C'est quand même... Non, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il faut que t'écrives c'est fastidieux. Ouais, c'est ça. Moi, il faut que je pense à la structure du livre, tout ça. Fait que, en tout cas. C'est quoi qui est le plus difficile parce qu'il faut que tu fasses des choix quand tu fais un livre. Oui. Dans n'importe quelle création, il faut que tu fasses des choix. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile comme choix à faire ou en tout cas les choix que tu as fait pour ce livre-là? C'est sûr qu'il y a des choses, des fois, qui, tu dis, c'est tellement le fun comme anecdote, mais ça me sort du fil un peu, tu sais, ça me sort du fil narratif. Donc, je peux pas avoir un livre de 500 pages. C'est pas digeste pour les gens qui vont le prendre. Les gens aiment un livre qui est assez consistant, mais pas une bible, pas, tu sais, quelque chose de trop lourd. Des fois, tu as des biographies, c'est sur 2 tomes, tu sais, puis chaque tome a 500, tu sais, c'est vraiment, je l'ai fait avec les expos, là, tu sais, avec les livres sur les expos, c'est à 1200, 1300 pages, les 2 tomes ensemble, tu sais, avec Jacques Doucet. Mais là, je voulais pas ça. Donc, il fallait faire des choix. Des fois, il y a des choses que Claude me disait qui étaient vraiment savoureuses. Mais il disait, on peut pas vraiment mettre ça parce que, tu sais, ça pourrait... Puis, je comprends ça aussi, tu sais, c'était pas une question, tu sais, on faisait pas le livre de Pierre, comment il s'appelle, Pierre Gervais, là, tu sais. Oui. On faisait pas ça, là, non plus. Crunchy. C'est ça, puis c'est pas le... Mais par contre, il a dit les choses telles qu'elles étaient. Il a pas ménagé Gene Mock, tu sais, le gérant qui était... Parce que ça a un impact sur l'histoire, tu sais, ça a un impact sur sa carrière. Donc, ça, il l'a fait. Des fois, si on lit entre les lignes, on voit aussi certaines choses, mais non, en fait, c'était
moi, je voulais juste protéger le thème dominant du livre. Tu sais, ça aurait pu s'appeler Seul sur ma chaloupe aussi. Il y a un chapitre qui s'appelle comme ça, tu sais. Parce que les anciens joueurs des Canadiens, comme Jean Béliveau puis Maurice Richard, ont dit à Claude Raymond, puis ils l'ont dit même pas juste à lui, mais à d'autres qui étaient là puis qui me l'ont dit, ils ont dit à Claude Raymond, ce que tu as fait au baseball majeur, c'est bien plus prestigieux ou fort que ce que nous, on a réussi à faire dans la Ligue nationale. Parce que nous autres, on compétitionnait contre d'autres Canadiens, tu sais. Toi, tu étais là avec les 3 Amériques, tu sais. Tu étais là avec, tu sais, les joueurs de partout dans le monde, tu sais. Et comme petit Québécois francophone, à peu près le seul de ta gang, tu sais, il y avait Ron Piché, il y avait, à un moment donné, Ray Davio, il y en a eu d'autres, mais tu sais, c'était lui, en fait, qui a eu le plus... tu sais, il a joué pendant 12 ans dans les majeurs, puis dans la préface, je le mentionne dans l'introduction, tu sais, se rendre dans les majeurs, c'est dur. Rester une journée même, c'est dur. Il y a peut-être 20 000, dans toute l'histoire du baseball majeur, il y a 20 000, peut-être plus maintenant, là, un petit peu plus que 20 000 joueurs qui se sont rendus là. Sur les 20 000, des joueurs qui ont joué pendant plus de 10 ans, c'est 10%. Donc, c'est 2 000. 2 000 joueurs dans toute l'histoire du baseball majeur qui ont toffé 10 ans dans les ligues majeures. Puis Claude Raymond est un de ceux-là. Alors, tu sais, c'est fou. C'est fou. Ouais. Puis c'est sûr que tu demandes à quelqu'un dans la rue, tu sais, qui est Jean Béliveau, qui est Maurice Richard, qui est Guy Lafleur, tout le monde, on les connaît, là, tu sais, on les a vus. Claude Raymond, il jouait aux États-Unis. Il fallait avoir, tu sais, peut-être pour le voir, il fallait voir Game of the Week, tu sais, puis c'était une fois par semaine. Les journaux en parlaient à peu près pas. Comme il dit, jamais qu'il dépêchait des gens, tu sais, quand Duvernay-Tardif a joué, là, il y avait toujours des gens qu'on dépêchait là-bas pour suivre les matchs, puis parler avec Laurent, puis on sait c'est qui, puis tout ça. Mais Claude Raymond, il était seul dans sa chaloupe, puis seul de son bar. Donc ça, il y a quelque chose que je trouve émouvant là-dedans, et qui vient avec une résilience à tout casser, et que tout ça j'avais l'impression qu'il fallait que la mission que je m'étais donnée, c'est de dire, regarde, ça a existé, c'est là, c'est raconté par lui, mais c'est corroboré par le reste aussi, tu sais, par l'histoire, par toutes les traces de ses performances existent partout, là, je veux dire. Puis tu sais, j'avais te demandé, mais tu l'as déjà fait de le présenter un peu aux gens de ma génération qui l'auraient pas connu, puis même à des gens plus vieux qui l'ont pas nécessairement connu, comme pour les raisons que tu viens de nommer, mais il était bon aussi. Oui, il était bon aussi. Tu as nommé toutes ces affaires-là, mais il a été sur l'équipe d'étoiles de 66 pour les Astros. Exactement. Quand même, tu sais, je veux dire, il a été au All-Star Game. Quand il a fallu y aller une deuxième fois en 70 avec les Expos. Ça a passé à ça. Ah oui, hein? Ouais, ça a vraiment passé proche qu'il y ait une deuxième fois parce qu'il y avait une saison du tonnerre à Montréal, extraordinaire. Et justement, on parle des gérants. Il y avait une saison exceptionnelle. Il y a 23 matchs sauvegardés pour une équipe qui gagnait pas souvent. C'est beaucoup, là. Ouais. C'est un lanceur de relève. Là, pour lanceur de relève. Il a commencé quelques matchs dans sa carrière. Il y en a quelques-uns. Il était très bon, même comme lanceur partant, très bon. Mais on n'avait pas tendance à mettre des joueurs de son gabarit comme lanceur. Des joueurs plus petits, tu sais, moins grands. On avait été en relève, ces gars-là, là, tu sais, Roy Face, puis Pat Jarvis, il y a d'autres gars comme ça, on les mettait en relève. Non, il a été très bon, puis c'était les autres coachs le décrivaient comme un bulldog, tu sais, quelqu'un qui ne lâche pas, tu sais, à la Brendan Gallagher, là. S'il faut faire une comparaison, là, c'est le Gallagher, le gars qui ne lâche pas. Puis il y a une scène dans le livre où il affronte Willie Mays, qui est une légende. Il y en a qui disent que c'est le meilleur joueur de l'histoire du baseball. Et est un Willie Mays encore au top de sa forme, sa merveillosité. Ah ouais. Je peux me permettre ce mot-là. C'est en pleine course au championnat, puis Willie Mays veut vraiment faire gagner son club, puis il veut la mettre de l'autre bord parce qu'il veut mettre la balle de l'autre bord de la clôture parce que il tire de l'arrière, c'est la fin de la 9e manche, puis Claude décide de l'affronter avec seulement des balles rapides. Puis la description, en fait, c'est un des points forts du livre. Ma blonde, qui n'est pas exactement la plus grande fan de baseball, a lu ça et a pleuré quand elle a lu ce passage-là, parce qu'il y a quelque chose de l'exploit. En fait, c'est Rocky
qui gagne, mais qui perd à la fin. Ouais. Tu sais, mais qui gagne. Qui perd, mais qui gagne. Mais qui gagne, c'est ça, exactement. Alors, ça, c'est exactement cette scène-là. Et Willie Mays lui-même a dit plus tard à son biographe, le coup de circuit dont je suis le plus fier de ma carrière, parce que ça se termine un coup de circuit après 14 fausses balles, un compte complet de 3 balles de prise. Il dit, le circuit dont je suis le plus fier, c'est ma confrontation avec Claude Raymond, qui ne lui lançait que des rapides. C'est-à-dire qu'il essayait pas de le déjouer avec un trick pitch, là, tu sais, avec une balle, je sais pas moi, tu sais, sauf une balle bien à l'extérieur, ou une balle tombante, ou une courbe, ou tu sais, juste la rapide, tu sais. Mon meilleur stuff contre ton meilleur stuff, qu'est-ce que ça va donner? Puis, c'est ça. Il y a des gérants qui étaient là sur place, comme dit, c'est la plus grande confrontation frappeur-lanceur que j'ai eue. Wow. Fait que ça décrit le personnage aussi, tu sais, l'espèce de ténacité. In a nutshell, c'était quoi Claude Raymond? Ouais. Parce que des fois, c'est ça qu'on essaie de trouver parce que c'est beau de dire que quelqu'un est tenace. C'est beau de dire que quelqu'un est courageux, que quelqu'un est ci, que ça. Mais il faut l'incarner dans des situations. C'est la même chose en fiction. C'est ça que j'allais dire, c'est de la scénarisation dont on parle en ce moment. Oui, c'est ça. En fiction, t'as beau dire qu'un personnage est courageux, si tu le montres en train d'être courageux, ça parle pas mal plus fort que d'avoir deux personnes qui se parlent et qui se disent « Hey, ce gars-là, il est courageux, hein? » C'est-tu Yvon qui disait « On veut pas le savoir, on veut le voir. » Ouais, exactement. C'est Yvon Deschamps qui disait ça. Puis il a tellement raison là-dessus, là, tu sais. C'est un bon conseil. Oui. En plus, Claude Raymond qui a fait tout ça avec des lunettes. Ah, c'est drôle, on dirait le lanceur des balles majeures. Oui. C'est drôle parce qu'il a commencé sa carrière dans les années 50 puis il a fini dans les années 70. Même si c'était fin puis début de... C'est quand même sur 3 décennies. Entre 59 et 71, c'est quand même... Puis il a été professionnel à partir de 55. Là. Ce que je veux dire, c'est que... c'est des mineurs, mais 55. Jusqu'à 71. Puis à 71, sérieusement, là, il avait 33 ans, 34. Il venait d'avoir 34 ans là quand les Expos l'ont laissé aller. Mais c'est un gars qui aurait pu lancer encore 2 ou 3 années, certainement. Il aurait pu se rendre facilement à 15-16 ans dans les majeurs. Mais son gérant, tu sais, il le faisait pas lancer. Il l'envoyait dans des causes... si tu veux que un lanceur de relève, tu veux qu'il soit bon, envoie-le dans des causes, des matchs serrés, où il y a quelque chose en jeu. Là, il l'envoyait dans des causes où les Expos perdaient 8-1 ou gagnaient 8-1, tu sais. Comment veux-tu être à ton maximum dans ce temps-là, tu sais, où il ne faisait pas lancer pendant 3 ou 4 semaines. Fait que c'est sûr que là, les gens ont regardé, il y a une très mauvaise saison, 71, fait que les autres équipes ont regardé. Tu sais, il me racontait les efforts qu'il a fait quand il a été laissé aller quand les Expos l'ont laissé aller pour essayer d'appeler, tu sais, il a appelé Billy Martin, qui était un gérant de Détroit, Léo Durocher, puis tout le monde, ils ont dit, ouais, mais on a entendu dire que tu as un mal de bras, ou ouais, tu vas coûter cher, tu sais. Donc, ils avaient toutes sortes de raisons. Mal de bras, il y a peut-être des gens qui ont fait courir cette rumeur-là, il n'y a jamais eu de mal au bras, comme je dis, une génétique incroyable, il n'a jamais développé de maux de bras. Il aurait pu lancer encore plus longtemps. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand le tapis t'est tiré sous les pieds comme ça, tu restes un peu avec... C'est dur les fins. Les carrières, c'est quoi, sportive? À moins que tu choisisses comme Dryden. Dryden, j'arrête, moi. Tu sais, j'arrête, là. Jacques Lemaire. Tu sais, il y en a qui ont eu ça... c'est le luxe. Oui, parce qu'ils avaient peut-être un plan B, ou en tout cas, ils disent, moi, j'arrête là, tu sais. Ça, c'est des fins de carrière qui sont beaucoup plus faciles à prendre. La plupart des fins de carrière, les gens veulent pas arrêter, là. Qui veut arrêter? Guy Lafleur, il est revenu, heureusement. Lui, ça a fini trop vite, trop sec, pas de la bonne manière. Non, tout mauvais. Mais il est revenu. Puis il l'a fait pour lui. Puis il a scoré 2 buts la première fois qu'il était au fond. J'étais là ce soir-là. Contre Patrick Roy. Ouais. Mais c'est drôle en plus parce que Claude Raymond aussi, je sais pas si tu avais vu ça, mais ses cartes avec les Astros, il y avait comme un running gag. C'est-à-dire que sur la photo, on dirait que la fermeture éclair est baissée. Mais en fait, Claude m'a confirmé qu'elle n'est pas baissée. C'est juste que les pantalons étaient faits comme ça. Ce qui fait que quand il y a une position ouverte des jambes, ça ouvre devant et ça donne l'impression que... Donc, c'est comme une fausse affaire. Tu sais, c'est comme une légende fondée sur quelque chose de pas vrai. Parce que tout le monde se demandait pourquoi le gars dont les photos, les cartes de joueurs, il y a toujours la fly ouverte. Oui, c'est parce que je pense qu'ils ont pris d'une même séance, je pense, ils ont utilisé cette photo-là pour 2 années différentes, ce qui fait que... C'est pour ça. Écoute...
Ils ont fait venir Claude Raymond au Japon pour signer des autographes parce que les Japonais trouvaient ça trippant, cette affaire. Les Japonais sont un peu fous, là, tu sais, sont un peu fous. Et c'est des enfants un petit peu. Il y a un côté un peu enfantin. Ouais. Alors ça les a fait des grands fans de baseball, comme tu sais. Alors, ils l'ont fait venir. Il est allé au Japon pour une fermeture éclair, soi-disant baissée, qui ne l'est pas. C'est fou, hein? C'est malade. C'est malade. J'adore. Ouais. Claude, qui aussi a été le premier joueur québécois à jouer à Montréal. Oui. Et a lancé, la première fois qu'il est venu lancer contre les Expos. Oui. Puis ça, c'est toute une scène aussi, là, oui. Qui l'a laissé, qui a littéralement échappé la balle en arrivant très émotif, alors que c'est quelqu'un qui n'avait pas, tu sais, il y a zéro peur, ce gars-là, zéro peur. Mais ça, c'est juste trop fort. C'est-à-dire que toutes ces années parti aux États-Unis, loin des siens, tous ces sacrifices-là faits, tout d'un coup, là, il revient à la maison. Tu sais, je veux dire, c'est le retour de l'enfant prodigue, là, tu sais, qui revient et qui est encore capable de lancer, et puis là, il y a toute sa famille, il y a tous ses amis, sa famille qui est dans les gradins, qui le voit enfin, il peut enfin lancer devant ses chums, puis là, ben, il perd le contrôle. Je veux dire, il perd c'est ce qu'il fait jamais, là. Il en échappe même la balle. Et là, son receveur, un gars qui s'appelait Tito Francona, qui était en fait le père de Terry, qui a joué pour les Expos plus tard. Pas grave. Il vient le voir puis il dit, garde, t'as rêvé à ça toute ta vie devant les tiens, là? C'est le temps, là. Comment? Botte-toi le derrière puis vas-y, fais-le, tu sais. Alors, il y a eu une tape dans le dos, mais surtout un coup de pied au derrière, puis c'est ce qu'il a fait, puis il est allé au bout puis il a été le lanceur gagnant dans ce match-là, tu sais. Où il a sauvegardé le match. Il y a eu, ce qui est le fun aussi, on parlait, tu sais, des années 50, des années 70, il a connu beaucoup de choses aussi, là, beaucoup d'époques, Claude, tu sais, il a connu la ségrégation. Oui, il a vu ça aller. À l'époque où l'autobus ramenait les joueurs. On laisse les joueurs noirs et espagnols à quelque part. Et qu'il n'est pas les gros hôtels où vont les autres. Exactement. Dans le ghetto, et puis les joueurs blancs vont dormir à l'hôtel de luxe. Puis lui, évidemment, quand tu es proche avec ces gens, tu vois ce qu'ils vivent, tu les connais. Puis Hank Aaron, parce que c'était un de ses coéquipiers, là. Hank Aaron était un gentleman, quelqu'un de formidable, quelqu'un de, un grand homme, un de ces grands-là. Et de voir ce gars-là être obligé de... Tu sais, il y a une histoire célèbre sur Willie Mays on parlait de lui tantôt, là, un joueur afro-américain, mais qui était un des grands du baseball, qui pouvait tout faire, là, courir. Là, Et puis, une grande vedette à New York, parce qu'il jouait pour les Giants de New York à l'époque. Après ça, c'était San Francisco. Mais... quand il se retrouve dans un des États, je pense que c'est au Missouri, là, un des États plus ségrégationnistes, ben écoute, il est allé se baigner dans une piscine publique et puis tous les Blancs sont sortis de la piscine au moment où lui est entré dans la piscine. T'sais. Tous les Blancs sortent. Peut pas être. C'est Willie Mays. C'est probablement leur idole là aussi, tu sais. Mais non, ça passe pas. Alors ces gens-là portaient ça, puis ben Claude était comme tous les autres, un peu un témoin impuissant de voir ça, tu sais. Non, c'est fou, tu sais, il comptait aussi qu'il devait aller leur acheter de la nourriture, tu sais, quand il allait manger au restaurant, c'était pas les mêmes sections, fait peux-tu nous ramener des hot dogs, peux-tu nous ramener des burgers, quelle drôle d'époque. Il y a un film qui s'appelle 42, là, qui raconte l'histoire de Jackie Robinson, et qui montre bien ça aussi, tu sais. Qui a commencé à Montréal, Jackie Robinson. Qui a commencé à Montréal. Après sa carrière qui s'est finie avec les Expos, Claude Raymond est devenu commentateur. Il a été longtemps et il est devenu roving coach là, pour qui est comme je sais pas comment on le traduit, instructeur. Ben c'est un peu c'est un instructeur, il appelle ça instructeur de banc. C'est-à-dire que c'est lui qui a le regard extérieur, parce que tous les autres instructeurs sont mêlés, soit qui sont instructeurs des frappeurs, soit c'est instructeur des lanceurs, soit c'est instructeur. Puis il y a un nouveau rôle qui a été créé probablement dans les années 90, quand on a commencé le plus spécialisé, où quelqu'un qui voit l'ensemble du jeu. Parce qu'un gérant peut pas faire ça, là. Il est dans la gestion du match. Alors, il voit l'ensemble du jeu, puis il analyse. Voici, j'ai remarqué que l'autre équipe, quand on a, par exemple, telle ou telle séquence de frappeurs, il joue défensivement de telle façon. Comment est-ce qu'on peut contrer ça? Donc, cette espèce de vue d'ensemble. Puis lui, avec son expérience, évidemment, comme joueur, mais aussi comme commentateur, où il a pu analyser le jeu. Il en parle aussi. C'est incroyable comment tu vois le jeu différemment quand tu changes de chaise, tu sais. Puis lui, comme j'ai dit tantôt, observateur, grand observateur, il a vu ça aller, tu sais. Et il s'est servi de ça pour, dans les
3 dernières années. Oui. Fait qu'il a côtoyé, évidemment, Vladimir Guerrero puis tous ces gars-là. Ça, c'est mon époque, ça. C'est ton époque, ça, exactement. Fait que c'était un des... J'ai encore un billet des expos dans mon vieux portefeuille de 2004. Ah oui. Moi, j'habitais pas loin du stade olympique. OK. Et Donc, après 20 ans de commentateur, il retourne comme coach, donc remet l'uniforme. C'est ça, puis quelqu'un qui met un uniforme, là, il y a quelque chose qui se passe avec un uniforme. Hein. Surtout que les coachs ont un uniforme au baseball. Ben oui, c'est ça qui c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est l'impression d'être en fait quelqu'un d'autre ou d'être le jeune homme qu'il avait été. Alors même physiquement, moi je le regardais à cette époque-là, là, je me dis, mon Dieu, mais ce gars-là vient de rajeunir de 15 ans. Là. Ouais. Je le voyais sur le terrain, il avait les cheveux un peu plus longs à l'arrière, courir. D'ailleurs, dans la pratique au bâton d'avant-match, là, il était dans le champ, lui. Il ramassait les balles. Il était en uniforme, puis il allait ramasser les balles, puis Vladimir Guerrero allait là, puis il courait, tu sais, il partait du fond du champ-centre, puis il courait pour me la prendre, tu sais, la voler. Alors, il était en plein dedans, et je pense qu'il a adoré ces années-là, être dans un club où t'as une mission. C'est sûr, quand t'es commentateur, c'est intéressant, tu suis l'équipe, mais t'es pas dans le day-to-day d'essayer de gagner un match, puis essayer d'améliorer les choses. Il y a rien comme être dans l'action. Puis tous les gens qui ont la possibilité de revenir là, tu sais, des fois, des anciens instructeurs, là, sont un peu, ils sont, mettons, commentateurs 1 ou 2 années, ou 3 années, ou 4 années. Puis là, quelqu'un les appelle. Veux-tu devenir assistant coach? Tu sais, je sais pas. On a vu ça avec Michel Terrien ou avec d'autres, là, tu sais, qui peuvent revenir dans le show. C'est Hollywood, ça. C'est Hollywood. C'est de faire partie de ça. Ils peuvent pas dire non à ça. Parce que ceux qui ont jamais été de l'autre bord de la clôture, ils peuvent pas savoir ce que c'est. Et la confrérie aussi. La confrérie. Moi, c'est ça que j'ai appris. C'est une grande famille. Puis si tu as déjà été un joueur, puis t'as côtoyé tous ces gens-là, tu es un des leurs pour le reste de tes jours. C'est sûr. C'est une opportunité, tu replonges. Tu replonges là-dedans, puis tu sais, lui, il s'est fait des amis là, avec des gens qui continuent d'appeler, puis qui continuent de voir. Puis là, il en a perdu beaucoup ces dernières années. Mais Hank Aaron était un de ses amis, puis Phil Niekro, puis des gars qui ont joué, Warren Spahn pendant des années aussi. Puis là, Robin Roberts, qui était son idole, avec qui il a joué. Son idole, quand il était petit gars, c'était un lanceur qui s'appelle Robin Roberts, qui a gagné je sais pas combien de matchs. Un grand lanceur des Phillies de Philadelphie. Il a chambré avec lui. Tu sais, il s'est retrouvé dans la main, parce que les voyages se faisaient toujours pour sauver des trucs d'hôtel. Ça fait toujours à deux. Il a chambré avec lui. Fait que, tu sais, il a réalisé tellement de rêves, tu sais. Puis ce qu'il ressent beaucoup, c'est la gratitude aussi qu'il a par rapport à tout ça, tu sais, parce que il a réussi à faire ce que la plupart des gens font juste rêver d'avoir, là, tu sais. Quand tu parlais de Vladimir, ça me faisait penser. Vladimir qui était dans le champ, les gens se souviennent de Vladimir souvent comme cogneur, mais il était capable de lancer du champ jusqu'au marbre, et ça, sans bon. Sans bon, mais oui. Et il frappait au bâton, fun fact, sans gants. Mais oui, pas de petits gants. Vraiment, là, tu sais, ça cogne, là, tu sais, c'est des bâtons en bois, je rappelle, là, tu sais, ça résonne. Ouais. Puis je vais avouer que quand il est rentré au Hall of Fame, mais dans l'uniforme des Angels... Ben oui. Ça en fait un petit pincement. Ben oui, je sais, parce qu'il a été quand même... mais c'est parce qu'il y a toutes sortes de raisons, ben, comme tu sais, sans doute, la motivation financière, c'est-à-dire que si tu représentes une organisation, ils vont ensuite te donner quasiment un job à vie, là, ou des trucs, alors que les expos n'existent plus. Exact. Si les expos avaient encore existé, sans doute que ça aurait été naturel qu'ils soient avec le... Mais il a gagné son MVP, je pense, avec les Angels. Puis il a gagné Série mondiale. As-tu gagné Série mondiale? Non, il est arrivé après. Ils ont gagné Série mondiale en 2002, il est arrivé après. Il est arrivé en 2004. Il a gagné un trophée individuel avec eux. C'est ça. Qu'il n'avait pas fait à Montréal. C'est ça, exactement. Il était là quand même un certain temps, mais... Puis ils ont peut-être été en série aussi, tu sais, donc... plus de succès. Mais non, ça fait un peu de peine de voir ça, parce que c'est quand même ici qu'il a fait... Puis il y avait quelque chose, malgré la différence d'âge, puis malgré la différence de culture des deux. D'ailleurs, Claude parle espagnol. Hein? C'est vrai? Oui. Ben, en même temps, quel outil formidable si tu joues au baseball. Ben oui. Ben, il a joué dans la Ligue d'hiver. Fait qu'il lui apprenait. Tu sais, c'est un curieux, là, comme je te dis. Puis un surdoué. Donc, il parle espagnol. Il pouvait jaser avec lui. Mais ce que j'allais dire, le point commun entre les deux, c'est qu'ils ont appris leur art dans des conditions absolument déplorables. Là, tu sais, Vladimir sur des terrains de terre, tu sais, en République dominicaine. Et puis des souliers tout croche, des bâtons tout croche, des gants tout croche. Claude est arrivé son premier camp d'entraînement, il avait un gant à 3 doigts.
Il raconte ça. Quand il arrive aux États-Unis, il y a des... Je veux dire, c'est incroyable quand tu y penses. Il n'y a jamais eu de formation comme telle. Il a appris en observant, en étant juste meilleur, en jouant avec des plus vieux tout le temps. Tout le passage là, de ses débuts à 5 ans, là, quand il commence à jouer à ça, jusqu'à ce qu'il se retrouve à Waycross, juste ça, c'est un film. Pour vrai, c'est un film. Il faudrait qu'il se fasse d'ailleurs. Mais tu vas l'écrire. Je sais pas qui va le faire, mais juste ça, se rendre au majeur. Moi, le film, il finirait là, quand il lance pour la première fois au Brick Stadium à Détroit, où il se retrouve pour la première fois dans un stade des Ligues majeures en 1959. Mais tout son parcours de tout ça, c'est un conte de fées total. Et Vladimir vient de la même place, d'une certaine façon. Alors, c'est sûr que lui pouvait connecter, comprendre d'où il partait, tu sais. C'est drôle qu'il parle espagnol, parce que oui. C'est hot. Alors, où est né Vladimir Guerrero Jr.? À Montréal. À Montréal, exactement, c'est ça. Oui. Parlant de Cooperstown, tu as aussi écrit un livre il y a quelques années sur Jacques Doucet, qui était le commentateur des expos pour toute la durée de l'existence des expos. Oui, en fait, il a manqué les 3 premières saisons. Il était journaliste à la presse à ce moment-là. Mais il faisait un peu, il en faisait un petit peu. Des fois, il remplaçait quelqu'un. Oui, à radio. Puis il a pris goût à ça assez rapidement. Oui, il a fait les 33 dernières années. Oui. Le livre a paru en 2014, puis on parlait de Cooperstown. Il y a eu un mouvement pour essayer d'introniser au Temple de la Renommée Jacques Doucet. Il a été finaliste 5 fois à date. Plusieurs disent que s'il était américain, il y serait déjà. Absolument. Sans aucun doute. Est-ce que, d'une part, tu y crois, puis d'autre part, est-ce que c'était la motivation derrière l'écriture du livre ou c'était plus... Non, c'est que quand on faisait les livres sur l'histoire des expos, je te dirais que Jacques me racontait beaucoup d'histoires qui appartenaient à son travail, tu sais, quand même, tu sais, ce qu'il faisait, puis je me dis, mais on peut pas faire rentrer ça dans la trame narrative de l'histoire des expos, parce que là, ça devient, fait quoi, là? Tu mets des apartés ou c'est écrit au jeu, là, ça brise le flot de l'affaire. Fait que j'ai proposé à Jacques, j'ai dit, écoute, pas que je me cherche du travail, mais on pourrait en faire un autre, on le met à part. Tout ce que tu me racontes, je mets ça à part, puis on va faire un livre sur tes histoires à toi, puis ton parcours aussi de journaliste et tout ça. Fait qu'il dit, OK, ben oui, faisons ça. Fait que c'est ce qu'on a fait. Pendant qu'il est en vie, tu sais, c'est ça. Exactement. Alors, là, on a fait ça, et puis, évidemment, c'est aussi un petit peu toute l'histoire de comment on faisait, comment les journaux se faisaient, comment le sport était, comment on parlait du sport à l'époque, écoute, lui, il allait chercher des articles de journaux, il découpait ça dans les jeux. Tu sais, on est dans une autre, c'est l'âge de pierre, là, tu sais. Donc, tout ça, je pense, c'était le fun. Et puis, pourquoi, parce que tu évoques ça, pourquoi il n'est pas au Temple de la Renommée? Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Un, c'est que les Américains, comme ben des gens, ethnocentristes, je veux dire, on parle des nôtres, on parle de ceux qu'on connaît, on parle de ceux qu'on voit. On a une mémoire de poisson rouge. Ceux qui sont devant nous, on y pense. Ceux qui sont pas là, on y pense jamais. Et d'autre part, je pense que Jacques a jamais été quelqu'un qui pensait à ces choses-là, qui faisait sa propre promotion, un peu comme Claude. D'ailleurs, les deux avaient quelque chose de très semblable. Ils préparaient leurs matchs dans leur coin, regardaient leurs statistiques, et allaient voir leurs trucs, ils se parlaient entre eux. Ils n'allaient pas sur la galerie de la presse rencontrer tout le monde, serrer des mains, comme d'autres ont plus de talent pour faire ça. Pas des gars de PR. Non, pas des gars de PR, ni un ni l'autre. Ce qui fait que moi, il y a quelque chose là-dedans qui me touche. Quand des gens sont très sérieux, très professionnels, font leur job, puis s'ils sont reconnus, tant mieux. S'ils sont pas, ben c'est qu'est-ce que tu veux, le monde n'est pas juste, c'est comme ça. Mais s'ils le sont, tant mieux parce qu'ils ont travaillé fort pour ça. Moi, j'ai vu Jacques Doucet se préparer, là, David, pour un match de la Can-Am, OK? De la Can-Am, tu sais, un match de saison régulière de la capitale de Québec. Aujourd'hui, c'est la Ligue Frontier. Je l'ai vu se préparer avec la même diligence qu'il le faisait certainement pour les Ligues majeures. Il allait voir sur les sites américains qui était ce gars-là, d'où il venait, est-ce qu'il avait déjà été sous contrat, est-ce qu'il a déjà été repêché par... Donc, lui, là, quand il arrivait en ondes, là, que ce soit un match donc ça, c'est une ligue mineure, mais je dirais c'est une ligue professionnelle. C'est pas semi-professionnel, c'est professionnel, mais c'est sûr que ça n'a pas, bien sûr, tout le rayonnement des ligues majeures. Mais il préparait avec le même sérieux, la même diligence. Puis je me souviens, pour Un été sans point ni coup sûr, on avait une scène où je voulais qu'il fasse une figuration dans le film. Bonne idée. Puis avec Claude Raymond, qui soit comme 2 parents d'un gradin qui commentent ce qui se passe sur le terrain, mais c'est les 2 commentateurs qui ont travaillé ensemble. Puis le jour du tournage,
malheureusement, on n'a pas pu tourner. Ce qui fait que cette journée de tournage-là, où Jacques devait figurer, a été déplacée 2 semaines après. Le Jacques, il dit, je pourrais pas être là parce qu'il y a un match de la Can-Am que je commande cette journée-là. Puis là, moi, évidemment, j'ai sorti les violons. Oui, mais Jacques, c'est un long métrage, ça va rester. Là, c'est un match, tu peux peut-être te faire remplacer. Non. Impossible. Non. Or, les dieux du baseball ont été pour nous, puisque de toute façon, cette journée prévue pour la reprise de cette scène-là a été changée encore une fois à une date où il était libre. Yes. Alors, il est dans le film. Et est-ce que Claude aussi était là? Oui, les deux sont là, un à côté de l'autre, comme 2 parents, 2 grands-parents qui viennent voir, tu sais. Mais puis il y a plein de clins d'œil là-dedans. Il y a Roger Brulotte qui est là, puis Mark Griffin qui est là, puis Denis Boucher qui est là. Tu sais, on a essayé de mettre un peu de figuration de gens pour un clin d'œil pour des gens de baseball du Québec, là, parce que c'était un peu comme le deuil d'après les expos. Là. Le film s'est tourné en 2007, les expos partent en 2004. Moi, je voulais ça, mais tu vois, c'est ça, son professionnalisme à Doucet, là aussi. Puis une humilité dans les gars. Ben oui. D'ailleurs, fun fact sur les Capitales de Québec, le fils de quel grand joueur de hockey a joué pour les Capitales de Québec? Ah, écoute ben... Je dis grand, mais c'est un euphémisme. Oui. Attends un petit peu, que joué le fils d'un des grands joueurs de l'histoire de la nationale de hockey. Ah, ben oui, le fils de Gretzky. Oui, exactement. Ouais. Mais pas longtemps, hein, il est pas vu. Très longtemps. Il était repêché dans la Ligue majeure, il s'est ramassé à la Capitale, puis je sais que Wayne Gretzky était à l'assistant des matchs, genre à Trois-Rivières, ou je sais pas trop quoi. C'est très drôle. Puis que, du moment qu'il arrivait, c'était une séance d'autographe. Personne n'a regardé le match. Et c'est une séance d'autographe, puis à un point, à un moment donné, pendant qu'il signait les autographes, il a manqué un coup de circuit, je pense, de son fils. Ouais, parce que c'était comme... Ah non, c'est fou. Mais, Tyler, hein, je pense? Je pense que c'est Ty, oui, comme Ty Cobb. Exact. Ouais, je sais, parce que ça. le sport, le préféré de Wayne Gretzky était le baseball. Son coup de cœur, son sport, le sport de son cœur était le baseball, il l'a toujours dit. Ouais. Puis l'été, il voulait rien savoir du hockey. Puis il y a pas mal qui était évidemment pas mauvais au baseball, mais il y avait un talent au hockey qui était exceptionnel. Quand on parlait de Claude Raymond, quand il a coaché pour les expos, il était là jusqu'à la toute fin. D'ailleurs, on peut le retrouver sur YouTube pour ceux qui l'auraient pas vu, le fameux dernier match des Expos contre les Marlins de la Floride. Oui, ce qui prouve que le diable existe, parce que ça, c'était la propriété de Jeffrey Loria, qui avait été, bien sûr, propriétaire des Expos, avec tout le désastre qu'on en connaît. Exactement. Là. Et il y a tout le match qui est là, d'une durée de, je sais pas si c'est 2-3 heures. Les masochistes aiment ça, ils regardent ça en boucle, tu sais. C'est un peu comme les masochistes des fans des Red Sox qui regardaient la balle échappée par Bill Buckner, tu sais. Et après 2h55 et 15 secondes, tu sais qui on voit dans la vidéo? Toi. Non, toi. Moi? Oui! Ah oui! Ah ben ça, je savais pas. Moi, j'étais sur place, effectivement. Mais oui. Est-ce que je pleure sur le... Ou, non, je mange un hot dog, probablement. T'es stun, comme on dit. T'es juste comme en état de choc. OK. J'ai pas vu ça. Écoute, je regardais hier, évidemment, les larmes qui coulaient, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est parce que je m'en souviens. J'étais pas sur place, mais je m'en souviens, puis j'avais assisté à des matchs... en plus, cette saison-là, 2h55 et 15. Tu vas voir. On te voit, t'es avec quelqu'un, t'es debout, puis... Et Claude est sur le terrain. Oui. Il a parlé en français. Merci aux gens. Tout ça, tous les joueurs viennent saluer. C'est très humble et très non pratiqué. Oui. C'est comme, hey, c'était le dernier match des Expos. Et ça s'est fini. Le dernier match des Expos, en tout cas, à Montréal. Je pense que le dernier était à l'étranger. Exactement, c'est ça. Donc, tu vas voir sur le Mais ce qui est très drôle aussi avec ce qui a suivi, c'est que quand tout le monde était, la part des spectateurs étaient partis, là, parce que lui, il restait un uniforme, puis il a tenu à lancer la dernière balle. Oui. Donc, c'est présenté au monticule, il a demandé à un journaliste de s'asseoir au marbre, puis il a lancé la dernière balle dans l'uniforme des Expos au stade. Et il est reparti chez lui avec l'uniforme sur le dos. Parce que normalement, tu remets les uniformes, là, tu sais. Puis il s'est dit, non, moi, si je laisse l'uniforme là, je le reverrai plus jamais, parce qu'ils vont, tu sais, il faut pas trop ce qu'ils vont faire avec, là. Fait que, moi, ça, peut-être dans un encan ou je sais pas trop quoi. Je repars avec, là, sa femme, Rita, dit, ben là, Claude, tu veux pas conduire ton auto, tu sais, avec ça, t'as coup que tu te fais arrêter par la police pour quelque raison, tu vas être en uniforme. Ben, je me ferais arrêter par la police, en uniforme. C'est pas plus grave que ça. Fait qu'il est parti avec son uniforme. On n'enlève pas l'uniforme d'un joueur comme ça, d'un athlète comme ça. J'aurais fait la même chose. Oui. En plus, tu le vois, il veut pas quitter le terrain quand ça finit. Il va sur le monticule, les pieds tiennent. Je peux pas croire. Puis il lance
Ça pourrait pas être plus parfait que c'est parfait. Lui qui lance le dernier. Parfait. On arrive à la fin, mais parlant des expos, on parle du départ, le fameux retour des expos duquel on a parlé. On a cru un petit peu, oui. Ouais, il y a eu des moments. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu y crois? Bon, des accidents arrivent toujours, mais disons qu'il n'y a pas grand-chose là qui me laisse supposer, parce que la personne qui voulait faire ça, qui voulait ramener ça, c'était bien sûr Stephen Bronfman, parce qu'il y avait un attachement affectif à ça. Et même lui n'arrivait pas à colliger suffisamment à monter faire un montage financier assez solide pour avoir une équipe à temps plein. Donc, il fallait qu'on ait une équipe partagée à temps plein, c'est pas possible. La construction d'un stade à Montréal, imagine la levée de bouclier si des gens commençaient à parler de ça puis à dire, mais là, c'est sûr qu'il va y avoir des fonds publics, ça pourra pas être juste dans le privé, parce que la richesse ici, elle est plus publique que privée, bien sûr. Et imagine la levée de bouclier, en tout cas, je vois pas comment un gouvernement aurait pu... Il y avait déjà peut-être des gens qui, tu sais, dans les différents paliers, là, au fédéral puis au provincial, qui ont dit peut-être qu'on pourrait discuter, tu sais, pour des formules, mais je pense que tout ça, c'est avéré, c'est tombé. Non, on verra pas ça. Ça coûte trop cher. Et de toute façon, c'est un sport qui s'étire sur beaucoup trop de matchs, donc 81 matchs locaux. Ouais. Qui peut payer? Puis là, c'est plus 20 $ comme à l'époque. Là, quand tu allais, tu étais près du stade olympique, là, ça te pouvait coûter 20 $ pour un très bon billet. Là, c'est pour un très bon billet, ça va être 150 $. Il y a pas cet argent-là ici. Et 81 matchs, qui va prendre des billets de saison puis aller voir 80 matchs? Les gens ont plus ce rapport-là au temps. Donc, non, c'est non. Alors, pour ceux qui l'ont connu, tant mieux, puis ont su la valeur de ça, tant mieux. Pour les autres qui l'ont manqué, il y a d'autres choses dans la vie, là. Il y a du football, il y a du football américain, il y a du foot, dans un format qui est... Mais c'est sûr que le baseball vient avec une histoire, vient avec... Pour ceux qui le connaissent, on parlait de Gretzky qui était un fan, pour ceux qui connaissent ça vient avec tellement d'histoires, de poésie et d'histoire avec un S, là. Tu sais, des personnages, c'est des personnages. Il y a beaucoup plus de personnages dans ce sport-là que dans tous les autres sports amalgamés. Donc, c'est... Non, on n'aura pas cette beauté-là. On l'a vécu. Je vais juste une larme et hop, on enchaîne. On arrive à la fin. Marc, on a parlé de tous ces projets qui font vibrer ton cœur dans tous les formats différents. Quel est le prochain? Encore la télé. J'aimerais... d'abord, j'ai un deuxième film d'animation qui est en écriture en ce moment, qui est la suite un peu de Félix et le trésor de Morga. On prend les mêmes personnages. On prend les mêmes personnages, on va faire vivre autre chose qui porte plus sur... des grandes pertes d'amitié qu'on vit parfois par orgueil. Alors, j'aime ça des sujets qui sont plus adultes dans les films parce que je pense que les jeunes aussi vivent des chagrins d'amitié très jeunes et des fois ça leur suit toute leur vie, tu sais. Alors ça, c'est ça. Puis ensuite, un projet de série télé aussi qui serait pas aussi volumineux qu'une annuelle de 24 épisodes par année, mais qui serait un format un peu plus gérable pour l'auteur, mais quelque chose qui me parle, qui me dit aussi sur... ça porte autour un peu, si tu veux, du troisième acte d'une personne et des choses qu'il faut régler avant de pouvoir partir définitivement. Qu'est-ce qui reste à régler? Est-ce que ça part d'une vérité autobiographique? Plus ou moins, un peu, toujours un peu, mais pas, tu sais, c'est pas ça. Mais chose certaine, c'est quelque chose que c'est un sujet intéressant. Je pense surtout que je veux amener un peu de comédie là-dedans, c'est-à-dire que ce personnage-là, en voulant retourner sur les pas de son passé, empire les choses dans certains cas, plutôt que de les améliorer, parce qu'il y a un peu de comédie là-dedans. Ça, il y a quelque chose que je trouve amusant. Des fois, il faut juste laisser les choses aller, n'est-ce pas? Pas essayer toujours de... Est-ce que c'est facile? Réparer. Pas nécessairement. Pas nécessairement, non, c'est ça. Est-ce que tu as vu le film qui est sorti cette année, parce que tu parles de notion de temps et de passé? Tu sais, il y a un film que j'ai vu cette année que j'ai beaucoup aimé, un film canadien qui s'appelle Past Lives. Non, j'ai pas vu ça. Non, d'une réalisatrice et qui l'a écrit également, là, canadienne, qui est d'origine coréenne. OK. Puis elle, dans le fond, est arrivée de la Corée à Toronto à 12 ans. OK.
Puis dans le fond, le film, c'est elle à 12 ans qui part puis qui quitte justement un ami, tu sais, qui est un peu son chum, mais elle a 11-12 ans, tu sais, c'est son meilleur ami. Puis elle s'en vient au Canada, puis 12 ans après, ils sont rendus à 24, puis là, avec les Facebook, ils se reparlent pour la première fois. Oui. Puis après ça, ils arrêtent de se parler, ils se reparlent 12 ans plus tard à 35. Ah, ouais. Et c'est pour ça que ça s'appelle Past Lives. Toutes les vies Oui. qu'on a dans une vie Oui. et la connexion Oui. ou lack thereof entre ces Oui. vies-là. Oui. Oui. Bref, ça touche à... Ça me fait penser à ça, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. S'il y en a qui ont la chance de le voir. C'est plate que ces films-là viennent pas ici ou viennent si peu. Ils sont je sais qu'il est au Moderne en ce moment. Okay, Il est encore en salle. Ah bon, OK. Moi, Past Lives. Past Okay. Lives d'une réalisatrice canadienne d'origine coréenne qui a une belle vie en festival, puis tout ça, donc... Wow. Puis qui a pas autant d'attention que j'aimerais, mais qui est excellent. Que j'ai vu à Calgary quand je suis allé voir mon frère, personnellement. Mais si vous avez la chance d'aller le voir, quand on touche à ces thèmes-là, les relations, l'amitié, le temps... C'est fort parce que tout le monde peut connecter à ça à différents degrés, différents niveaux. Puis des films qui font que... Des histoires qui font qu'on n'est pas tout à fait la même personne à la fin du film. C'est rare. Moi, je dirais que c'est un film sur 25 qui me fait ça, là, à peu près. Mais quand ça fait ça. La sortir du stade, comme on dit. La sortir du stade, exactement. Puis un bon film, c'est un miracle. Faire un film, complètement. Oui. Un bon film, c'est une équipe de championnat. Oui. Les étoiles se sont alignées à tellement de niveaux que c'est même pas concevable. C'est ça. Excuse, quand tu as parlé de film d'animation, je me suis dit, ça me faisait penser, est-ce que faire un film, parce que j'ai déjà eu cette pensée-là, faire un film d'animation au Québec, est-ce que c'est plus difficile, moins difficile, plus coûteux, moins coûteux que faire un film avec des humains? C'est sûr que c'est très coûteux. C'est très coûteux. Oui. Par exemple, moi, je pensais que, mettons, un incendie, tu sais, mettons que je veux pas d'incendie dans mes affaires, mettons un incendie ou une tempête, c'est simple, on peut juste la dessiner. Non, de l'eau, c'est compliqué, du feu, c'est compliqué, ça, c'est compliqué. Des personnages, c'est compliqué. On peut remettre autant de personnages qu'on veut, mais non, il faut les modéliser, il faut... Donc, non, c'est pas... C'est quelle technique d'animation? C'est pas du C'est du 3D, là. 3D, puis, il y a un peu de stop motion, mais surtout du 3D. C'est ça. Écoute, c'est formidable, mais c'est une autre écriture, c'est le fun, j'adore ça. J'ai eu la chance de faire ça. C'est pas moi qui est arrivé avec ce projet-là, on m'a proposé un projet, il y avait des personnages, mais pas d'histoire, puis j'ai inventé cette histoire-là. Donc, c'est là que tu arrives dans le processus. Écoute, on arrive à la fin, on a commencé avec le cinéma, on a été au baseball, je trouve que ça finit bien, baseball, cinéma. Tu m'avais suggéré la dernière fois Bull Durham, puis tantôt on parlait de cinéma puis de baseball. Ça me fait penser au film, tu connais sûrement Richard Linklater qui a fait les Before, qui a fait School of Rock pour certains dans un autre ordre, mais qui est un excellent film. Et il a fait un film de baseball qui est la suite spirituelle de Dazed and Confused. Dazed and Confused, c'est sorti en 93, mais ça se passe dans les années 70. C'est la dernière journée du secondaire. Ça met en vedette un Matthew McConaughey alors qu'il est inconnu. Oui. Bon, un classique, un des films préférés à Quentin Tarantino. Puis il a fait la suite qui s'appelle Everybody Wants Some, qui est sorti dans les années 2010-2016, je pense. Un était la dernière journée du secondaire des années 70, l'autre est la première journée d'université des années 80. Et tantôt, quand tu parlais de jusqu'à un moment, et là, ça finit, ben dans le fond, le film finit quand l'école commence. Donc, c'est tout. Je comprends. Mais c'est un joueur de baseball qui arrive à son université et là, qui va rencontrer les gars de baseball, donc dans la maison où les gars habitent. Et toute son arrivée, tout ça en 1980. Mais à la Richard Linklater, c'est-à-dire très tranche de vie. Tu passes d'un party à l'autre, tu changes d'identité parce que tu es à l'université, fait que tu cherches, t'essayes tous les personnages que tu peux être. C'est lui qui a fait Boyhood, non? Oui, c'est ça. Sur 12 ans. Sur 12 ans. Exceptionnel. 2012-2014. Si vous n'avez pas la chance d'avoir vu, allez voir. C'est comme 28 Up, là. Tu sais, il y avait eu ça, tu sais. 7-Up. 7-Up, puis là, je sais pas, ils ont ramassé. Ça roule encore. C'est un documentaire. Ça roule encore. Je sais pas si le réalisateur est toujours vivant, mais. Il est mort. non. Puis il continue avec ceux qui restent. À partir des années 60, je pense, en Angleterre, il avait fait une sélection de personnes à partir de 7 ans, à chaque 7 ans. C'est du docu, là. C'est ça. C'est du docu. À chaque 7 ans, il les retrouve. C'est fascinant. Et ça roule depuis les années 60. Et je vérifie récemment, je me suis dit, mais il est encore en vie. Puis je pense qu'il est mort en 2021. Donc, il est mort récemment. Mais le projet est tellement ambitieux, tellement incroyable. C'est extraordinaire. Tu l'as regardé? Je ne l'ai pas encore regardé. Non. Pas les dernières, j'ai vu les premiers trucs, là, mais j'ai pas vu les derniers. Parce que là, ils sont rendus, je sais pas dans quel âge. Donc, voilà, Everybody Wants Some de Richard Linklater. Sinon, ça me faisait penser, tantôt, je l'ai noté, sur YouTube, il y a c'est un genre de mini documentaire d'animation avec la voix de Doc Ellis, qui est un ancien lanceur, qui raconte la foi
Ça, c'est 3-4 minutes, là, allez voir ça, qui raconte la fois où il a lancé un no-hitter, un match parfait. Oui, dans un état second. Sur le LSD. LSD, ouais. Il pensait pas qu'il jouait ce match-là. Il a pris du LSD, ils ont fait, tu joues à soir. Non. Et il a lancé un no-hitter, qui est déjà, si t'arrives une fois dans ta carrière, un no-hitter, c'est un miracle. Et il l'a fait sur le LSD. C'est tellement drôle, c'est tellement bien fait. Allez voir ça sur YouTube, Doc Ellis, marqué no-hitter, vous allez voir le petit film d'animation. Superbe. Allez voir ça. Sinon, t'avais-tu des trucs, y avait-tu des films, tu voulais que je vois après? Pour The Rim. Après. Un film qui m'a quand même un peu secoué ces derniers temps, c'est Her, qui date évidemment déjà, mais qui parle bien sûr de l'intelligence artificielle et tout ça. 2013, et déjà, il y a 10 ans, on n'était pas là où on est maintenant, tu sais, mais c'est un film qui reste avec nous longtemps, tu sais, avec Joaquin Phoenix, puis Scarlett Johansson, qu'on voit jamais. La voix de Scarlett. La voix chaude de certains. C'est des films, tu sais, bon, ils restent parce qu'ils ont quelque chose à dire sur les temps modernes. Absolument. Marc, ça a été un plaisir. Un plaisir pour moi. Deuxième passage à Dread sur le tape. Oui, on espère qu'on a mis ça Dread sur le tape, c'est ça l'idée. Mais Dread sur le tape, d'habitude, c'est sur la palette, mais là, c'est le tape sur le bat de baseball aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est pas avec ou sans gants, c'est à votre distance. Je rappelle que Frenchie, le surnom de Claude Raymond, est disponible en librairie. Allez vous chercher ça pour découvrir une partie en 2022, puis il roule encore. Absolument. Ouais. Merci. Merci énormément, Marc, de sa générosité. Je vous rappelle, son livre est en librairie pour les fans de baseball ou ceux qui souhaitent découvrir Claude Raymond. Ça s'adresse à tout le monde. Allez chercher Frenchie. Je tiens à remercier également tous ceux qui font de Dread sur Tape oui, il a un podcast, oui, ce qu'il est. Monsieur Fred Levac au jingle et au montage. Hugo Reich et Amelia Maguire Saint-Onge au booking. Merci les amis pour cette saison 8. Merci pour tout. Sinon, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode à la Dread sur le Tape. OK, bye-bye now. Have a good one.